Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Du coup, aujourd'hui, je suis en compagnie de Brieux, donc mon pote de Nantes qui est aussi coach. Donc, je te laisse te présenter, Brieux. Exactement. Du côté, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Brieux, comme a dit Max. Je suis coach en force athlétique depuis 3 ans. Je coach donc au sein de Mad Men avec Enzo, qui est mon collègue. Et puis, du coup, là, on se voit avec Max pour parler un petit peu du côté coach, du côté athlète, programmation et tout ce qui s'ensuit, une discussion un petit peu large. Du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'est on va parler un petit peu des choses qu'on faisait à l'époque, qui n'étaient pas forcément négatives. Enfin, moi, il y a aussi des choses que je faisais qui étaient plutôt cohérentes, mais que je ne fais plus aujourd'hui. Okay. Et des choses qui étaient carrément pas cohérentes et que je ne fais plus aujourd'hui non plus. Okay. Donc, on va discuter de ces thématiques-là et je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ok. Si tu veux, tu peux commencer en vrai. Ça marche. Honneur à toi. Et écoute, moi, un truc donc j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir parce que c'est pas facile, forcément, ça évolue vite avec le temps. En vrai, moi, le truc qui s'est passé, j'ai eu même la réflexion dans la voiture quand je suis venu, c'est le fait quand tu as un nouvel athlète et surtout quand tu débutes, je pense que c'est surtout un truc de coach de début, c'est peut-être de vouloir corriger l'athlète trop tôt, trop vite. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc de vouloir prouver que tu as des connaissances, de prouver que tu n'es pas mauvais. Et du coup, tu vas avoir tendance à corriger l'athlète dès les premiers retours, au lieu d'en fait de prendre du recul et plutôt de l'observer, de voir comment il bouge, voir si peut-être finalement ce qu'il fait déjà, en fait, c'est adapté à lui, plutôt que de dire non, ok, ton bracing, il faut que tu le fasses comme ça, tes pieds, il faut que tu les mettes comme ça. Et en fait, peut-être que ça peut marcher pour lui et juste avoir plus de recul, attendre un peu, voir comment ça évolue déjà. Avec ta programmation que tu as fait et dans un second temps commencer à corriger et c'est souvent maintenant comme ça que je fais. J'ai tendance souvent sur les premières semaines, deuxième semaine, alors sauf des gros défauts techniques, mais voilà, laisser un peu plus la tête faire. Moi je prends du recul, juste je suis là un peu en observateur, vraiment recadrer très large si besoin et après j'interviens et souvent ça évite parfois de retourner en arrière parce qu'on a voulu corriger trop tôt. Genre par exemple, à l'époque, c'était quoi un retour typique le premier retour typique que tu faisais et aujourd'hui ça ressemble plus à quoi? C'est compliqué. C'est une question large, mais c'est assez large, mais typiquement, je rentrais directement dans la technique. Genre clairement en mode, ok, ton setup là ça va pas, mets ça en place. Ouais, voilà, c'était un peu ça, tu vois, un peu plus directionnel. Aujourd'hui, sur les premières semaines, je vais peut-être plus avoir tendance à discuter. Poser des questions, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça? Est-ce que tu te places comme ça parce que? Et du coup, en fait, avoir une discussion un peu plus large et en fait, plus pour comprendre en fait pourquoi l'athlète en est arrivé là. Alors, des fois, c'est très inconscient, donc c'est parfois compliqué pour certains, surtout ceux qui n'ont jamais été coachés, de mettre des mots sur ça. Ouais. Mais certains qui ont un peu plus d'expérience, ça devient très intéressant parce que tu comprends déjà beaucoup de choses. Et du coup, en fait, ça permet de beaucoup plus nuancer ce que tu vas mettre en place plus tard. Tu vois, et peut-être d'être un peu moins extrémiste sur certains points et dire non, il faut que ce soit absolument comme ça. Genre que ta vision, elle colle à l'athlète alors que des individus, on est tous différents. C'est ça. Du coup, permettre aussi de beaucoup plus individualiser et pas tout de suite de vouloir le faire rentrer dans une case. Dire, ok, il a cette morpho, du coup, je le mets comme ça. Peut-être, du coup, laisser un peu plus de temps et vraiment comprendre, en fait, comment mécaniquement il se place, tu vois. Parce que toi, à l'époque, quand tu faisais directement des ajustements techniques, les ajustements, ils étaient basés sur quoi? Sur la morphologie, sur une idée que tu as du mouvement? Comment tu choisissais en fait ton tuning au départ? C'était un peu comment je me disais qu'il devait bouger. Genre fais mur court, vas-y, viens, on remonte ta barre et tu sais. Ouais, ça pouvait être ça, tu vois, mais ça pouvait être des trucs tout bêtes. Mais une nouvelle fois, je pense que c'est vraiment le fait au début, tu n'as peut-être pas assez vu de profils différents. Et du coup, tu as un peu tendance à vouloir faire aller tout le monde dans la même direction, un peu tout le monde dans la même case, tu vois. En étant biaisé potentiellement par ton propre cueing à toi. Ou des trucs que tu pouvais voir sur les réseaux, ou aussi surtout ce que tu apprends dans les cours théoriques, tu vois, les cours théoriques de base, ce qu'on t'enseigne, tout le monde rentre dans la case, tu vois. Moi, je me rappelle, alors c'était pas dans la FA, mais c'était les cours d'haltéro. C'était tout le monde se plaçait, regard au plafond. Fallait que ton extension elle soit comme ça, que tes mains elles étaient placées comme ci, comme ça. Et tu vois, c'était vraiment ta morpho, en fait, tu t'en foutais. Tu vois, c'était vraiment tu dois lifter comme ça. Tu vois, on t'apprenait une méthode et en gros, un peu, fallait que tu rentres dans le moule. Et je pense que ça, c'est le truc parfois où c'est un peu plus difficile de s'en détacher. Tu vois, surtout au début. Et après, tu prends beaucoup plus de liberté. Mais en fait, je pense que tu te confrontes aussi et tu restes dans ce qui pour toi est facile. Parce qu'en fait, l'inconnu est plus dur. Donc tu veux rester dans ton moule parce que à la fois... tu perds du contrôle en fait à partir du moment où tu proposes quelque chose qui sort de ce que tu proposes habituellement. Ouais, carrément. Et t'as une peur de, ok, si je fais de la merde, on commence directement avec un ajustement qui marche pas en fait. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est là où j'ai le meilleur retour sur investissement. Plutôt, en fait, je vois déjà comment il bouge.
Donc, je vais plutôt utiliser des renforts ou des variations pour l'amener sur ce point que je veux qu'il améliore, mais sans forcément me le parler directement. Et plutôt justement questionner, comprendre, et du coup voir si ça confirme ce que je pensais de base. Ok, c'est intéressant parce que ça, je l'avais pas noté sur moi ce que je faisais, mais j'aurais pu clairement parce que, tu vois, typiquement ce matin, j'ai une nouvelle qui a rejoint et le premier retour que je lui ai fait, c'est un questionnement en fait. C'est pourquoi, alors c'est une débutante, donc il y a énormément d'erreurs, etc. Je lui ai juste donné quelques bases, tu vois, par exemple, typiquement sur son DRAC, sur son setup, etc. Il y a trop de précipitations, je lui ai juste dit, écoute, prends ton temps, je lui ai expliqué les étapes, etc. Juste ça, tu vois. Mais par exemple, je l'ai questionné sur est-ce que tu as déjà descendu un peu ta barre parce qu'elle était en high bar alors qu'elle a des fémurs super longs, etc. Tu vois, des questionnements, je la laisse me répondre pour aussi qu'elle comprenne où est-ce que je veux l'emmener. Et en fait, naturellement, ça va se créer. En fait, naturellement, on va bifurquer sur un queuing ou je ne sais quoi. Et ça, c'est un truc qu'effectivement, non plus, je faisais pas à l'époque. Genre à l'époque, c'était vraiment, ok, déjà, je donnais toutes les infos en même temps. J'avais l'impression d'être un giga bon coach à faire ça, tu vois, en mode, je lui ai acheté un vocal en plus, un vocal de 6 minutes. Le mec, il va retenir rien du vocal, tu vois. Non, aujourd'hui, c'est limite, je fais un texte déjà pour expliquer au début. Je parle pas trop en vocal. Et encore une fois, j'oriente sur des questions. Elle me répond et ensuite, forcément, ça amène à des choses. Ouais, mais ça permet que l'athlète aussi s'auto-questionne en fait. Sans l'amener dans la surréflexion, mais vraiment juste disent ah ouais, attends, il m'a parlé de ça. Ouais. C'est vrai, pourquoi je fais ça? Et du coup, parfois, il va faire des micro-changements de départ pour essayer. Et après, ça permet aussi d'avoir pas mal de feedback. Ouais, c'est ça. Et ça permet d'avancer plus vite. Ouais. C'est ça, il va se poser la question de pourquoi il me parle de ça. Du coup, il va essayer de ressentir son corps. Et là, il va se rendre compte des problématiques, tu vois. Carrément. Typiquement, il s'est jamais posé la question de la barre sur son dos. Il va se dire ah ouais, en fait, c'est vrai que si je descends un peu ma barre, je sens que mon bras de levier est différent, etc. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où je voulais te parler, moi, du fait que, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, plus j'avance dans le coaching, moins en fait je fais de retours techniques à proprement parler, type queuing, etc. Pour moi, j'oriente plus l'athlète qu'autre chose en fait. Et j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à donner du queuing en fait. Genre vraiment, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à 80%, en fait, l'athlète, il va trop réfléchir, il va se perdre, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Donc, franchement, mec, c'est pas sexy, hein, mais aujourd'hui, mes athlètes qui me rejoignent, ils ont pas beaucoup de queuing, tu vois. Ouais, et puis il y en a qui ont beaucoup de mal aussi avec ça. Donc parfois, tu t'en donnes, mais parce que tu sais qu'il y a cette attente derrière, alors qu'au fond, il n'y a pas cette nécessité. Et c'est là où la programmation va prendre son sens. Pour moi, en fait, c'est, je pense, quelque chose que j'avais pas compris au début, mais pour moi, si ta programmation elle est bien orientée, en fait, tu vas presque pas avoir de queuing à donner. Carrément. Parce que les renforts vont faire leur taf, parce que les variations vont travailler le point que tu veux améliorer. Et donc, en fait, inconsciemment, il va l'introduire, tu vois. Ouais, juste le temps même. Ouais, le temps aussi, carrément. C'est ce que je répète, tu vois. Genre, de toute façon, ton corps, il mettra en place les micro-ajustements nécessaires pour que tu te sens bien. Genre, c'est l'homéostasie, tu vois. Donc, t'as rien. En fait, en tant que coach, t'es juste un guide, tu vois. Ouais, avant, j'avais tendance à dire que j'étais l'architecte. En fait, je suis plus un guide qu'autre chose. Parce que je vais faire des propositions, etc. Mais fondamentalement, c'est toi qui vas mettre en place les ajustements de par ton ressenti. Ouais. Et je crois que j'avais marqué un truc. Moi, c'était à l'époque, j'avais tendance à cue entre guillemets en actif, donc vraiment le mouvement avec des détails, etc. Okay. Aujourd'hui, je suis plus dans une optique de cue la sensation, le feeling, tu vois. Pour orienter de par des mots, etc., des analogies type ouais Max, c'est quoi la tension? J'explique par exemple le tir à l'arc, le fait de mettre la corde en tension, etc. J'oriente vers une sensation et toi, ton taf en tant qu'athlète, tu vois, c'est de conscientiser la sensation que j'essaye de t'exprimer, tu vois, et te baser là-dessus. Plutôt que fondamentalement parler des coudes sur la descente au bench, tu sais, des trucs très techniques qui peuvent perdre plus qu'autre chose l'athlète, tu vois. Ouais, en vrai, c'est hyper intéressant. C'est vrai que je l'utilise pas forcément dans ce sens-là. Ouais. Moi, justement, je vais avoir plus tendance à faire des vidéos pour. Alors parce que je pense qu'aussi je fonctionne beaucoup comme ça, parce que c'est quelque chose je pense aussi qui m'aide moi en tant qu'athlète, ou qui m'a aidé en tout cas aujourd'hui moins, parce que je pense qu'avec l'expérience en tant que pratiquant et de coach, on arrive à bien se situer dans l'espace, donc quand nous on fait des micro-ajustements, on se le dit en fait, et puis on sait qu'on peut tout de suite les mettre en place, mais pour des personnes qui ont soit pas un groupe assez sportif, soit pas beaucoup d'expérience, moi c'est vrai que j'utilise soit beaucoup en fait des recopies d'écran, où justement je vais montrer les moments qui manquent, ou du coup réexpliquer en vidéo pour faire ça, un peu moins du coup comme toi, c'est faire des analogies, etc. C'est vrai, mais je pense que ça peut être très intéressant. Ça dépend du profil. Il y en a qui comprennent rien, ils me disent mais qu'est-ce que tu me parles moi? C'est ça. Ouais, mais c'est là où justement dans le questionnement de début de coaching, c'est bien de poser la question de comment tu aimes, enfin comment tu comprends les choses, comment tu apprends, etc. Et tu vois, il y en a, ils adorent les vocaux de 5 minutes. Il y a pas longtemps, j'ai fait un retour où
tout le retour pour chaque athlète, c'était un texte ultra construit. En gros, j'ai parlé à ChatGPT à l'oral et je lui ai dit, crée-moi un... Ouais, pour retrier les infos. C'est ça, exactement. Et en fait, il y en a, ils kiffent pas du tout, tu vois. Genre, ils veulent vraiment leur podcast du matin. Donc, c'est bien aussi de s'adapter à l'athlète. Et il y en a, par exemple, ils veulent les retours vidéo. Donc, tu sais, je filme mon écran et je monte avec la souris, etc., tu vois. Et des fois, juste parler et montrer les problématiques aussi, c'est une manière d'orienter l'athlète. Par exemple, tu lui montres la problématique, tu lui expliques pourquoi c'est une problématique, et tu lui donnes pas forcément de solution, mais rien que le fait qu'il comprennent la problématique. Ouais, ça peut l'amener à faire des solutions. Exact. Mais je pense que de toute façon, comprendre, c'est une des bases pour avancer. Tu vois. Clairement. Si tu comprends pas, alors certains vont arriver sans comprendre. Ils vont vraiment débrancher le cerveau, ça va être mécanique. Tu vois, ils vont recopier et puis ça va aller. Mais c'est vrai que certains ont besoin de comprendre, de vraiment connaître les tenants, les aboutissants pour après. Pouvoir le faire, sinon ça passe pas, tu vois. C'est comme dans le coaching, tu vois, moi j'ai besoin de comprendre pour coacher et non pas apprendre. En mode, je m'en fous de savoir quelle méthode fonctionne, je veux comprendre la mécanique, quoi. La mécanique du powerlifting et grâce à ça je vais créer ma méthode. Je pense qu'il y a des athlètes, c'est un peu pareil, tu vois. Carrément. C'est vrai que tu vois, alors moi c'est un truc que maintenant je fais de plus en plus, c'est le fait en fait d'avoir un peu une méthode de retour. Dans le sens où en fait je vais commencer souvent par un vocal. Si le vocal, je vois que l'athlète n'arrive pas à introduire, je vais le faire par message écrit, justement pour bien différencier les différentes étapes. Et si je vois que c'est encore pas bon, je vais faire une recopie d'écran. Et si je vois que c'est toujours pas acquis, je vais faire une vidéo. Tu vois, et en fait, j'ai un peu cette méthode parce que pour nous, nous aussi, on parle en termes de rentabilité, parce que forcément, si on fait des vidéos pour tout le monde, on passe 5 heures. Voilà, c'est ça. Quand tu commences à avoir un certain nombre d'athlètes, tu peux pas passer 15 minutes tous les jours sur une vidéo, parce qu'en plus, le temps de visionnage, le temps d'écouter les vocaux, il y en a, puis après faire la vidéo, c'est compliqué. Ça te prend combien de temps, toi, un retour en termes général, écouter, réfléchir et parler? Ça prend facilement 15 minutes, je pense par personne, 15-20 minutes. Alors t'as forcément celui qui s'égare un petit peu dans les retours. Il y a celui où ça fait 5 ans que tu le coaches, en fait, le retour c'est RS. C'est ça, ça va très vite, mais je pense prendre une moyenne de 15 minutes par retour. Il suffit que, parce que moi c'est vrai que j'aime bien demander beaucoup, souvent si tu as un strike set, je te demande au moins première, dernière série, au moins plusieurs séries, j'aime bien en avoir plusieurs parce que je trouve que c'est compliqué de se baser que sur une, parce qu'en fait t'as pas la notion de fatigue, ou certains tu vois, soit ils vont se dégrader parce qu'ils sont la fatigue, soit d'autres profils ils vont être bons à la fin parce qu'ils sont plus activés, tu vois, et ça en dit beaucoup en fait sur le reste de ta programmation. Donc moi j'en demande beaucoup, que par exemple si tu as top 7 back-off, je vais demander top 7, le premier back-off, le dernier back-off, tu vois. Moi, tu vois, je suis plus à laisser l'athlète en mode faire son propre retour, parce que si je lui en demande trop, je sais que ça sera pas tenu sur le long terme. Mais dans un monde idéal, je suis d'accord. En fait, moi, je mets ça de base. Après, ça me dérange pas de le remodifier. Je sais que j'ai des athlètes faire des retours tous les jours. Pour eux, c'est une surcharge mentale. Donc je lui dis, c'est pas grave, tu me fais un ou deux retours semaine. Tant que tu me les construis et que j'ai à chaque fois les infos, moi ça me va. Je préfère le journalier parce que tu as ce contact. Je pense que tu avances plus vite aussi. Mais après voilà, on réindividualise, il n'y a pas de souci. Tu vois. Et donc tu parlais du fait qu'on optimise aussi les retours donc pour gagner aussi du temps, pour pas passer Mais c'est vrai que pour moi le meilleur retour en fait il n'existe pas, tu vois, ça va juste dépendre en fait comme tu dis du cas de figure. Le gars ça fait 5 mois que tu essaies de lui expliquer la même chose, effectivement va pas falloir répéter en fait la même chose, va falloir aussi passer par d'autres chemins. Mais c'est intéressant de servir des différents outils. Après il faut pas avoir la flemme quoi. C'est ça ouais. Mais bon, c'est déjà pour. Pour le but, c'est que la personne progresse à la fin. Et puis c'est du travail en moins, parce qu'en fait, je préfère prendre mon temps une fois et bien expliquer plutôt que expliquer toujours la même chose et me manger un mur à chaque fois à recommencer, tu vois. Carrément, ouais. De toute façon, moi je pars du principe que si j'ai expliqué d'une certaine manière, ça n'a pas fonctionné. Alors, à la fois, il y a le paramètre temps, bien évidemment. Il y a le paramètre temps, mais il y a le paramètre aussi, potentiellement, le mec n'a pas compris. Et en fait, ils te le disent pas toujours. C'est ça. Certains veulent pas, ont peur de te le dire, alors qu'en soi, c'est un travail qui est conjoint. Donc nous, on s'en fout, ça n'a pas compris. Tu vois, on recommence et puis, normalement, le but c'est que ça progresse. Mais certains n'ont pas forcément ce truc de. Ou certains n'ont rien à foutre, ils pensent que ça va tomber du ciel. Il y a de ça aussi. C'est vrai que. Ok. Voilà. Moi, je trouve qu'on a bien fait le tour là, à ce niveau-là sur ce sujet. Donc, je te propose qu'on passe à la question suivante. Du coup en fait je pense qu'on en a parlé un peu, mais en fait c'était exactement la même suite, c'était le fait de donner trop de queuing. Donc je vais pas revenir, mais moi c'est un truc aussi qui avait beaucoup au début. Donc c'était
c'était vachement conjoint à ce que tu disais. Après, donc justement, en fait, il y a la solution de pourquoi j'utilise plus de queuing. Maintenant, je vais utiliser beaucoup les renfos, en fait, pour faire passer mes queues. Pour faire conscientiser justement, toi, tu vois, tu vas passer vachement par des analogies. Moi, c'est vrai que je vais utiliser beaucoup de renfos pour faire progresser certains points, avoir certaines sensations, etc. Tu vois, je te prends par exemple un mec qui a du problème de tension au squat, ça va pas être drôle pour lui, mais il va avoir des Bulgarian en pause, tu vois. Mais c'est un truc qui va être hyper transférable. T'as facilement le renfo proprio. Ouais, renfo proprio, j'ai utilisé beaucoup les tempos excentriques, tempo pause, même sur les renfos, tu vois. Alors, pareil, ça dépend des profils, parce que certains qui déjà c'est compliqué de faire leur renfo, je vais pas trop leur prendre la tête, mais ceux qui cherchent vraiment à optimiser un maximum, chez moi ils connaissent, tu vois, ils savent que le RDL, c'est rare que t'aies pas de tempo dessus, tu vas pas kiffer, mais au moins c'est hyper efficace. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je mets un renfo chelou, tu sais, je me prends une avalanche dans, tu sais, il y a un groupe, ils s'envoient les renfos chelous, ils sont en mode, ah bâtard, moi aussi je sais et tout. Genre tu mets un Copenhagen Plank, c'est bon, ça crie. Ouais, c'est ça, tu vois, alors que c'est des trucs qui sont pour moi nécessaires, tu vois, et mine de rien, souvent c'est pas les renfos les plus drôles qui sont. Pour toi, la barrière de. Enfin, pas la barrière, mais tu sais, quand tu dépasses le seuil du renfo logique, genre le renfo exotique, elle se trouve où selon toi? C'est-à-dire? Genre pour toi, à partir de quand un renfo devient exotique? Genre en mode, c'est un peu du cirque. Genre. Je sais pas, parce qu'en vrai, je pense que c'est pas du tout dans ma nature de programmer, donc je saurais même pas dire, tu vois. J'ai même pas en tête des autres temps exotiques que ça. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'as plus une vision en mode, tant que j'ai une. Comment dire? Tant que je conscientise l'exo que je programme, en mode tant qu'il y a une logique derrière, c'est pas exotique. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, pour moi, de mettre un RDL avec du 5CT excentrique, 4CT excentrique, pour moi, en tout cas, c'est pas. En fait, le nom est barbare, mais l'idée derrière est. Ouais, c'est ça. Tu vois, en vrai, ça reste. En fait, puis même de toute manière, le panel des exos de renfo que j'ai, il est. J'ai pas envie de dire qu'il est restreint parce que j'ai pas peur de sortir de ce que je programme, mais en fait je trouve que même avec un panel assez restreint tu peux matcher avec tout le monde, tu vois. Et en fait après c'est juste comment tu vas l'appliquer, tu vois. Est-ce que tu vas chercher du high volume, enfin du high range raise dessus, est-ce que tu vas chercher du tempo dessus, où est-ce que tu vas le placer, tu vois. Par exemple certains je te prends l'exemple d'un RDL, tu vois. Pour moi le RDL il peut avoir trois aspects très, très différents. Tu peux avoir le RDL classique Mass Builder, tu vois. Mass Builder travaille de hinge, donc typiquement 6, 10 reps, que tu vas mettre par exemple peut-être après ton terre principal. Ouais, c'est ça. Mais tu peux avoir aussi ce même RDL que tu vas chercher vraiment en mode postural. Postural, donc tu peux potentiellement le mettre en début de séance avant ton ouais, voilà, donc il peut très bien se trouver dans les échauffements. Moi, je vais quand même un peu dans les échauffements, et pas forcément très lourd, mais je peux l'avoir pareil après un RDL principal, mais avec un tempo, ou pourquoi pas en pre-snatch pour vraiment le truc postural, extension du tronc, maintien de manière générale. Et puis tu peux aussi l'avoir en activation, la veille d'inter, tu vois. Juste une question par rapport au RDL pre-snatch, est-ce que tu leur fais faire une rétraction scapulaire ou pas? Moi je focus pas la rétraction scapulaire, je veux que l'extension thoracique soit maximale. Ok, donc en fait, le truc qui prime dessus, donc tu as forcément la qualité du hinge, mais je veux que l'extension elle soit maximale, et c'est ça qui drive à quel point tu descends. Si tu sens que tu commences à venir en protraction, moi je préfère que tu t'arrêtes et qu'au fur et à mesure des semaines, tu arrives à rester en bas avec beaucoup d'extension. Tu vois. Ça veut dire que pour moi, tu as une belle qualité d'extension thoracique et que surtout, tu as beaucoup de maintien et de force. Tu vois. Et tu as une belle souplesse ischio aussi. Ouais, carrément. Alors après, tu vois, moi, un RDL, t'es pas obligé de venir taper la barre au sol. Tu vois, ça, mais je m'en fous. C'est plus par rapport à l'affaissement. Généralement, tu sais, les gens qui s'affaissent, qui butt wink, etc., c'est des personnes qui vont avoir les ischios assez tendus. Donc ça peut être intéressant aussi d'améliorer la capacité. C'est vraiment, en fait, avoir un corps fonctionnel. Ouais, tu vois, en fait, c'est facile d'avoir une extension thoracique. C'est facile d'avoir du hinge. Mais par contre, bouger tout ton corps en même temps, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois. Ah, mais clairement, Et pour moi aussi, tu as cet aspect fonctionnel qui est principal. Je pense que mes athlètes se reconnaîtront, mais souvent, moi je le dis, c'est avant d'être un mec qui fait de la FA, on est avant tout un humain. Tu vois. Et si t'es pas capable de bouger en tant qu'humain, tu peux pas bouger en faisant de la FA. Et le jour où tu vas bouger différemment, tu vas te blesser. Ouais, c'est ça. Donc c'est typiquement, le mec qui a jamais fait un mouvement en extension, dès qu'il cambre un peu au squat, il a une semaine de réhab après. Quoi. Ouais, il va se fumer, c'est ça. Ouais, c'est ça. Clairement. Et trop de jeux de compensation, etc. Donc c'est vrai que moi, j'utilise pas forcément un panel hyper large. Ouais, mais par contre, je vais vachement de données. Je vais vachement l'individualiser, mais après, ça n'empêche pas que des fois, je programme des trucs que je programme pas, mais parce que c'est nécessaire. Mais en fait, si tu as des outils juste que tu sais très bien utiliser,
pour moi, tu peux répondre à beaucoup de choses plutôt qu'en fait vouloir en avoir trop et rien très bien maîtriser, tu vois. Moi, pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand tu programmes un renfo. C'est déjà la capacité de mise en place. Si c'est vraiment super chiant, en fait, je sais que l'athlète va être découragé et qu'il y aura zéro intention, voire zéro exercice. Donc, il faut prendre ça en compte. Ensuite, au niveau de la programmation, comme tu en as très bien parlé, il y a ce truc de savoir planifier au bon moment l'exercice. Comme tu le dis, un RDL avec un tempo, etc. Donc objectif postural, hinge, etc. N'aura pas le même, aura pas le même objectif et coût même au niveau de la charge qu'un RDL sans tempo où tu montes sur des grosses intensités. Donc il y a ça à prendre en compte effectivement. Et en fait, c'est pas tant l'exercice. C'est pas tant la variété d'exercices que tu vas avoir dans ta banque de données ce qui est important, mais c'est plus comment tu vas le programmer justement. C'est ça, comment tu sais t'en servir en fait. C'est ça, exactement. C'est un outil et c'est comme si tu as une malle à outils, mais tu as 36 000 outils, tu peux vite t'y perdre. Alors que si tu sers que du marteau, tu vois. Ouais, exactement. Tu as 30 outils, mais tu sers que du marteau. Bonne analogie. Ça sert à rien, tu vois. Alors tu veux percer un mur. Ouais, non, mais donc non, c'est pas utile. Et puis même, outre cet aspect, moi, c'est vraiment l'aspect versatilité de l'exercice. Pour moi, c'est un truc qui prime parce que en fait, même moi, à titre perso, ça me fait chier si un exercice est trop chiant à mettre en place. Clairement. Tu vois, même au niveau de la sensation, on aime bien aussi avoir assez rapidement, même s'il y a une mise en place pendant quelques semaines, au niveau de la sensation, avoir rapidement des bons gains, un bon retour sur investissement et direct, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Surtout que toi, tu es un peu en ce moment, tu t'entraînes un petit peu plus avec des mouvements fonctionnels type Aerox, etc. Il me semble. Clairement, ouais. Donc toi, tu as un peu cet aspect. T'aimes bien transférer un peu ta vision holistique du sport, tu vois, dans le power. Ouais, alors après, cette version, on va dire holistique du sport, moi, peut-être plus la transmettre en termes de mentalité. Ok. Tu vois. Mais tu vas pas sur le papier. Non, tu vois, là, moi, j'ai des objectifs perso qui sont différents en termes de sport. Ouais. C'est aussi un défi en tant que coach de programmer autre chose, tu vois, de s'intéresser vraiment à la programmation au sens plus large. Du coup, de vraiment se confronter, tu vois, programmer de la course à pied, ça n'a rien à voir avec programmer de la FA. Programmer des exos de circuit, renforcement fonctionnel, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en FA, donc c'est quelque chose qui est challengeant, tu vois, en tant que coach. C'est même plus dur, j'ai l'impression, par moments certains. En fait, tu dois concilier beaucoup de choses parce que, en fait, la fatigue se crée très vite. Et du coup, il faut vraiment très bien programmer et c'est très intéressant. Les différentes filières énergétiques, etc. Là où en power, on n'est que sur une seule. Donc, c'est ça, carrément. Et donc non, je vais pas forcément le retranscrire dans mon coaching, tu vois. Parce que mais t'as quand même cet aspect vision globale du corps. C'est pas en mode on veut être bon au power, on fait du power, tu vois. Ouais. Non, moi je vais vraiment avoir cet aspect-là parce que je suis persuadé qu'en termes de prévention de blessures, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est parfois trop oublié, tu vois. Et c'est vrai que on le voit dans les coachings, mec. Oui, on voit dans les coachings, Donc non, j'ai toujours cet aspect-là, mais je pense que c'est aussi une nouvelle fois par les formations que j'ai eues, tu vois. Par les formations, déjà ma formation de base, puis les autres que j'ai fait aux alentours, tu vois, qui m'ont ouvert les yeux là-dessus, et puis même, même à titre perso, tu vois, je me rappelle quand je commençais à m'entraîner, j'avais toujours des douleurs. Et justement parce que j'avais pas ce côté fonctionnel. Oui, bien sûr. En fait, quand la formation entre guillemets que tu as eue durant toute ta vie a créé une vision en arborescence en fait, là où la plupart des gens qui ne se sont jamais formés ont une vision très centrée sur la chose en fait, et ça crée des problématiques. Ouais, totalement. C'est des visions des fois qui sont trop fermées, trop sectaires parfois dans une seule direction. Voilà, on sait très bien où on va. Ça me fait rire parce que mes athlètes qui se blessent, tu vois, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même profil. Le mec qui fait pas assez renfo, le mec qui est trop tête brûlée par rapport à certaines choses. Ouais, et souvent c'est ceux qui se récupèrent. Mine de rien, même avant de parler de renfo ou quoi que ce soit, de toute façon on sait c'est le sommeil. Bien sûr, et encore, tu t'en demandes beaucoup quand tu parles de sommeil, t'as l'impression que t'en demandes beaucoup. Ouais, mais ça c'est pareil, tu vois. C'est comme, en fait, tout le monde doit dormir. Tu vois, déjà un humain normal qui ne pratique pas d'activité physique, pour avoir des bonnes facultés physiologiques, doit bien dormir, tu vois. Alors si tu demandes en plus, t'as des grosses contraintes, tu vois, t'es un mec qui squatte 250 kilos, y a quand même des contraintes qui sont importantes, tu vois, sur le corps, donc forcément des demandes de récupération qui sont supérieures. Si tu dors moins qu'un mec qui fait rien de sa vie, après faut pas s'étonner. Quand on fait du power, mec, je dors 10 heures par nuit, je suis bousillé toute la journée. Parce que j'ai pas le meilleur des sommeils, mais
En fait, les gens qui s'arrêtent à 6h et qui se disent, bon, vas-y, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Ouais. En fait, tu t'as déjà mis une croix sur le jour où tu vas mourir, mais tu le sais pas encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, bah forcément, ça pète. Bon, après, dormir 10 heures ne veut pas dire que tu vas pas te péter, mais c'est ça. Pour moi, tu mets quand même plus de chance de ton côté. Ouais, exactement. Bon, après, il faut savoir ce que tu veux aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Ça pourrait faire vraiment le débat sur un autre podcast. Vas-y, je vais te drop un petit truc que moi je faisais à l'ancienne. C'était par rapport au RPE. Alors à l'ancienne, j'avais tendance à vachement mettre du RPE associé à une charge dans ma programmation. Ok. C'était un peu... Avec une fourchette de charge, hein? Non, généralement, c'était une charge fixe. Okay. Il n'y avait pas de fourchette, mais tu pouvais à la hausse ou à la baisse, okay. Tu vois. Ça te permet d'être guidé un peu. C'est ça, exactement. C'était une charge qui indiquait un petit peu. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que ce RPE, il était surtout là un peu pour me dédouaner des choix de la programmation, tu vois. Et en fait, avec le temps, j'ai gagné en confiance en ma méthode, tu vois, et je me suis beaucoup plus éloigné de ce RPE. Aujourd'hui, le seul moment où il y a un RPE dans ma programmation, ça va être au niveau des renfos, de certains renfos. Et ça peut arriver en week 4 sur un jour primaire pour caper l'athlète, tu vois. Mais j'ai beaucoup plus confiance en mes incréments, en ma façon de calculer les charges, etc. Et je trouve que aussi ça permet d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de son athlète. Là aussi, tu le laisses tout le temps gérer ses RPE, en fait, tu vas jamais le challenger directement, il va devoir se challenger tout seul. Et du coup, tu ne le connaîtras pas réellement en tant qu'athlète. Tu ne pourras pas savoir en mode, bon, vas-y, sur ce bloc-ci, on peut aller chercher telle charge, etc. Parce qu'il y aura toujours ce truc de je laisse le RPE guider l'athlète. Donc ça, c'est un truc que je faisais à l'époque. Beaucoup de RPE toutes les semaines sur des formats secondaires, primaires, etc. Toujours avec une charge, mais il y avait du RPE. Là où aujourd'hui, c'est vraiment une charge imposée et je drive le format comme ça. Bah, tu vois, tu dis quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment au coach de connaître son athlète. Ouais. Alors, ça peut être intéressant d'utiliser du RPE. Chez certains profils, une nouvelle fois, je pense que... Toi, vas-y, qu'est-ce que tu en penses du RPE pour qui et comment tu l'utiliserais? Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est effectivement sur les renfos. Je programme co-RPE. Il y a certains renfos où je le fais pas. Par exemple, des fois, c'est quand je fais des... Alors, je te disais que je le remettais pas forcément dans mes coachings, mais parfois je programme des circuits, tu vois, des circuits de 3 exos, mais souvent ça va être plus des exos de renfo postural. Donc par exemple, ça peut être un bike extension plus un Copenhagen plank plus du gainage holo, par exemple, tu vois. C'est des circuits qui sont assez classiques mais qui fonctionnent très bien. Et donc parfois sur du bike extension, je vais imposer la charge, mais sur des formats AMRAP, par exemple. Parce que du coup, je programme pas les reps. Tu vois, mais ou alors on va dire qu'il y a toujours un aspect donné, ou un temps donné, par exemple, sur ça. Mais sinon, le RPE, donc principalement sur les renfos, souvent sur les top 7 de fin de bloc. Top 7 de fin de bloc ou top 7 de jour primaire? Top 7, pardon, de jour primaire de fin de bloc. Que du fin de bloc? Ouais. Ok, bah c'est ce que... Ouais. Que du fin de bloc, ça peut m'arriver d'en programmer sur un bloc complet ou sur un cycle complet, mais c'est parfois plus dans les cycles de hors-saison. Ou alors des fois dans les débuts de cycle de hors-saison. Admettons, l'athlète est très loin par exemple, c'est ce qu'on avait fait avec Enzo. Enzo, je ne savais pas forcément à combien il allait se situer sur son pause squat. Donc en fait, j'ai commencé, je crois qu'on a fait tout le bloc au RPE. Tu vois, on a fait tout le premier bloc au RPE. Genre incrément linéaire, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, classique, parce qu'en plus on sortait d'un post-comp, donc le 6 permettait vraiment de le faire récupérer, surtout sur du pause. Donc on a commencé sur du triplé, tu vois, triplé en pause de CT. Je ne savais pas du tout où il allait se situer. Donc on a fait tout le bloc au RPE et après j'ai repris la main. Tu vois. Et souvent quand je mets du RPE, c'est soit comme ça qu'on va dans une variation assez éloignée de ce qu'on a fait. Donc je ne sais pas trop où me situer. Donc je ne vais pas prendre de risques en faisant des calculs, en passant de tableau, etc. Je vais mettre un RPE ou genre un RPE 6, 7 par exemple. Je laisse faire et puis après moi souvent je reprends la main. Tu vois, par exemple sur la semaine d'intro, je laisse au RPE. Et après je reprends la main, ça me permet d'avoir ma base et puis après je repars de l'incrément. Parce que du coup tu programmes de façon hebdomadaire ou alors tu as ton bloc directement fait, il y a des ajustements? Souvent je fais le bloc. Souvent je préfère faire le bloc d'un coup. Moi aussi. Parce qu'en fait pareil, c'est de ce qu'on disait, pour moi tu dois connaître l'athlète. Et en fait, programmer ton bloc d'un coup, c'est que tu connais l'athlète. C'est ça, en fait, il faut savoir se faire confiance. Parce que si tu programmes de façon hebdomadaire, alors peut-être il y a ce côté, trop stylé, il y a de l'adaptation et tout, mais en fait, le mec, il peut vite perdre ses moyens, enfin le coach, il peut vite perdre ses moyens face à une semaine qui se passe mal, là où la semaine d'après, ça serait passé super bien. En fait, je pense que le gros côté intéressant de faire ça, c'est que tu te poses une fois,
tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, ouais. Et en fait, tu te poses pas 1000 questions. Parce que le problème de revoir, enfin pas de revoir à la semaine, parce que c'est normal de pouvoir réajuster. Et encore, moi, c'est très rare que je réajuste. Moi aussi. C'est normalement, si tu l'as bien fait une fois, t'as pas besoin d'y retoucher. Exactement. Alors parfois, tu réajustes à 2,5 sur un. En fait, t'as juste quand il y a un événement, quand il y a du chaos qui s'invite dans la vie de l'athlète. En fait. Ouais. Si c'est normal, il y a pas de blessure, comme ça. Si tu sais où tu vas, pour moi, t'as pas besoin d'y retoucher. Et effectivement, le problème, si tu programmes à la semaine, bah, tu vas surréfléchir. Alors déjà, des fois, tu te rappelles pas de où t'es parti, de où est-ce que tu voulais aller. Parce que tu voulais aller. Ouais. Donc au final, tu vas pas vers le même point B que tu avais choisi au départ. Tu vas bifurquer sur un truc. Tu voulais que le mec il finisse avec la marge en fait en faisant semaine par semaine. Alors ça, c'est des erreurs que j'ai pu faire au début. J'aurais pu faire effectivement, mais avant je programmais semaine par semaine au tout début. Mais effectivement, bah, justement, tu voulais lui laisser de la marge, au final, bah, tu vas le faire puis avoir de marge. Ouais, parce que tu souvenais plus l'objectif que tu avais fixé pour ce bloc-là ou pour le cycle, tu vois. C'est intéressant du coup, est-ce que toi, enfin on change de sujet mais c'est intéressant, est-ce que du coup toi en fin de bloc, si imaginons, je sais pas, sur son primaire, le mec se fait pas confiance, il undershoot, est-ce que tu es de cette école qui dit bon bah je rajoute une semaine, t'as encore de la marge sur les formats, ou alors t'aimes bien avoir ce truc en mode bon bah on en a sous le pied pour le prochain bloc? Ça va honnêtement dépendre des profils. C'est marrant parce que je l'ai fait il y a 3 semaines à un athlète, donc qui est assez récent. Enfin, ça fait, il me semble, c'est le 3e bloc qu'on fait ensemble. Donc effectivement, c'est aussi un athlète qui est assez débutant. Il a 6 mois de FA, donc forcément, il se connaissait pas hyper bien. Et du coup, ouais, il a fait une fin de bloc. En fait, il m'a mis par exemple semaine 3 RP8. On refait, donc sur son primaire. Sur son primaire, ouais. Okay. On refait l'incrément, donc non, je crois que je lui mets un top 7 RP9. Okay. Mais au final, je vois qu'il y a encore beaucoup de marge, tu vois. Et je pense que là, c'était vraiment un côté éducatif. Dire, tu vois, tu peux faire encore plus. Donc on a rajouté une semaine pour qu'il refasse encore plus. Et là, on est vraiment tombé sur son RP9. Mais je pense que c'était nécessaire pour lui de capter que, en fait, tu vois, il peut pousser plus. Ouais. Et en fait, ce qu'il croit être un RP9, bah, c'est juste qu'en fait, il commence à produire de la force, il commence à avoir des charges qui sont plus lentes en termes de vitesse, mais que c'est normal, tu vois. Après, je pense que, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que les débutants, on pourrait les programmer sur des cycles beaucoup plus longs en termes de semaines, mais par souci de contrôle quelque part, en tant que coach, on le fait pas, tu vois. Mais parfois, je trouve que c'est peut-être même plus intéressant, et moi, ça m'arrive de le faire... de faire continuer la dynamique, ne pas la casser avec un nouveau cycle. Ouais, aujourd'hui, j'aurais moins de mal, tu vois, à rajouter des semaines. Non plus, ouais. En fait, puis même si t'as pas d'intérêt à terminer un bloc, si aussi t'as pas un certain niveau de fatigue, tu vois. Ouais, si t'as pas cherché un certain niveau de performance. T'auras pas de stimulation, parce que si tu recommences un bloc, tu vas le sous-stimuler. Sous-stimuler, ouais, c'est parce ça. Que ça a pu être une semaine de récupération, ouais, ça va être une semaine de sous-stimulation. Donc finalement, je pense que tu vas plus perdre du temps. Ou alors faire des cycles de 3-4 semaines, mais commencer plus haut pour être un peu moins dans... Parce que en fait, plus t'avances en niveau, plus tes cycles forcément vont devoir commencer tranquillement pour récupérer les... Ouais, avec des incréments plus importants. Ouais. Mais là, c'est vrai que ça peut être intéressant sur des profils débutants de faire ça, ou alors des petites catégories. Ouais. Aussi, des petites catégories. Ouais, les filles, j'aime bien les programmer sur 3 semaines pour vite aller dans le vif du sujet. Okay. Ah, c'est marrant, tu vois, moi j'ai justement tendance à le faire presque plus sur 5, tu vois. Sur 5, ok. Parce mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait en semaine 1, tu vois? Bah, en fait, juste, je vais avoir tendance à faire des très petits jumps, tu vois. Et du coup, en fait, en commençant haut. Ouais, en commençant relativement haut, tu vois, mais du coup, en faisant vraiment des petits jumps, et ça lui permet aussi d'accumuler beaucoup plus de fatigue. Tu vois, en fait, et de pousser aussi les adaptations. Mais je pense qu'en fait, l'idée se ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est 3 semaines parce que on repart directement dans le vif du sujet. Et tu vas faire des incréments qui sont normaux, mais juste en commençant plus haut. Ouais. Moi, du coup, je vais faire des plus petits incréments et plus longtemps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a une semaine d'intro qui est assez simple et 2 semaines où on se tabasse, une semaine d'intro. En fait, c'est des cycles continus, tu vois. Ouais. Mais en fait, l'idée est la même, sauf que moi, du coup, la première semaine sera pas forcément simple, tu vois. Ouais, ok. Mais parce qu'en fait, tu as, elle va être un peu moins simple que la tienne, tu vois, mais en gros, vu que tu vas rester sur... tu vas avoir des moins grosses variations d'intensité, tu vois. Tu vas rester beaucoup plus linéaire et du coup, plus souvent plus haut, tu vois. Okay. Et par contre, du coup, je vais par exemple programmer de temps en temps un déload. Okay. Parce que du coup, on va rester plus souvent plus haut. Ok, je vois. Après, c'est vrai que moi, en pratique, ma façon de programmer les femmes, parce que oui, je programme pas les femmes et les hommes de la même manière, sur 5 semaines, en fait, j'y arriverai pas parce que l'incrément, généralement, par exemple, au bench, tu vois, c'est un 2,5 s'il n'y a pas de micro-loading. Donc, en fait, sur 5 semaines, c'est compliqué. Tu commences trop bas, tu termines trop haut, tu vois.
Donc c'est vrai qu'il faut avoir la méthode qui va avec. Mais... Ouais, c'est ça. Après, c'est que moi, j'ai pourquoi pas en fait varier sur le nombre de séries, le nombre de reps. C'est exactement. Bah, de toute façon, c'est les seules variables entre guillemets qui sont intéressantes chez les féminines. Pour les femmes. Des petits gabarits. Ou même les mecs qui benchent 40 kilos, quoi, mais c'est pas commun. C'est un peu moins, c'est ça. Tu récupères, ils ont un peu plus. C'est ça. Mais de toute façon, quand je programme comme ça, le mec, je lui dis pas, je te programme comme une meuf. Ok, bon, on a fait le tour sur vas-y, je te laisse. Ouais, c'était à moi. Je savais plus trop. Et ça, je pense que c'est un truc que pas mal de gens font encore aujourd'hui, je pense. C'est en fait. Alors, je suis désolé, je vais enlever mon. Mets-toi bien. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau ? Non, t'inquiète. Ça va ? Okay. Je vais enlever ça. Attention, maman censurée. Je ne censurerai pas, le montage en moins. Mais hop. On va remettre ça. Désolé, j'espère que ça fera pas trop de grésillement pour ceux qui écoutent le podcast. Non, ça ne plaisir pas. Hop. Du coup, ouais. C'est très bien, je vais bien te le mettre. Je sais pas si je vais le mettre assez loin. Tac, parfait. Top. C'est de voir en fait les jours secondaires presque comme une obligation de mettre du volume, tu vois, ou des reps de range assez élevés. J'aime bien les questions, j'y avais pas pensé. Et ça, je pense que c'était une mécanique, tu vois. En fait, tu avais le truc très classique. Je pense que c'était aussi une question d'époque et le fait que la FA, on a plus de recul dessus, on a vu plus de manières de programmer. Et c'était typiquement, en gros, tu avais un squat, je te prends l'exemple d'un squat, tu avais 2 fréquences. C'était le début de semaine, tu avais ton x8 et fin de semaine, tu avais un triplé. Tu vois. Et après, le bloc d'après, tu avais un x7, puis un x6, etc. Et du coup, toujours garder de très hauts volumes en fait, sur ton jour secondaire. Et c'est aujourd'hui quelque chose que je fais en vrai beaucoup moins. J'ai tendance quand même à beaucoup moins monter ces niveaux de volume. Je vais rester sur quelque chose de beaucoup plus modéré, 5-6, bon, même si chez certains 6 ça serait énorme. Okay. Mais du coup, je vais avoir tendance à beaucoup plus contraster par mes renforts. Et du coup, plutôt sur les renforts, en fait, monter plus haut en termes de nombre de répétitions. Ok. Donc par exemple, tu vois, tu prends une presse ou des bulgares, je vais pas hésiter à mettre du 12-15 reps, tu vois. Et du coup, beaucoup plus contrasté, donc peut-être moins monter sur mon squat secondaire, peut-être sur des x4, enfin même x3, hein. J'ai même des hommes où des fois les secondaires de fin de cycle sont des x3. Ouais, un straight set 4x3, un truc comme ça. Voilà, 4x3, 5x3 qui peut bien répondre. Et donc, du coup, avec son principal en single par exemple, mais du coup, beaucoup plus compensé avec les renforts et du coup, avoir plus de reps. Si je comprends bien, du coup, l'aspect nerveux sur les mouvements spécifiques, l'aspect construction de masse, etc., sur les renforts. Alors, en fait, ça va vachement dépendre des profils aussi. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur certains profils, si tu montes trop haut en termes de nombre de reps, en fait, ça va aussi les flinguer nerveusement, tu vois. Et ça va amener des compensations. Ouais, vachement de compensation. Musculairement, il va avoir beaucoup plus de mal à récupérer sur un squat comp en x8 que finalement juste des bulgares en x12, tu vois. Et du coup, il y aura un impact qui peut être vachement négatif sur le principal. Et ça, ce fait de drop les reps, je vais surtout le faire aussi quand tu as un jour secondaire avec une variation. C'est un peu con, tu vois, mais par exemple, tu as un pause squat secondaire. Oui. C'est vrai que je vais pas monter sur des hauts volumes. Ça peut paraître bête, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui non, au contraire, moi ça me paraît pertinent parce qu'un 2CT pause en x6, excuse-moi, mais. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui font l'erreur, tu vois. Mais généralement, c'est des personnes qui n'ont jamais testé les formats tu vois. Ouais, parce que quand tu le testes, t'as pas envie de coacher. C'est possible aussi. Mais du coup, voilà, tu vois, avoir un secondaire, même sur du. Moins polarisé donc. Moins. Ça va une nouvelle fois défendre des profils, mais je trouve que. Il y a quand même un gros intérêt à rester entre 4 et 6, tu vois, sur un jour secondaire. Par exemple, on reprend l'exemple du squat. Ouais. En tout cas, je vois plus de profils qui subissent et qui ont tendance où ça a tendance à mettre une grosse fatigue sur ces hauts range reps que l'inverse, tu vois. Et sur un jour ternaire, du coup, par exemple un squat ternaire, qu'est-ce que tu mettrais en place ? Est-ce que tu serais dans une mécanique, justement, le haut rep range, je le mets à ce moment-là ou toujours Non, je vais rester plus sur. Alors, la plupart du temps, en vrai, je pense que c'est chez tous mes athlètes actuellement qui ont 3 squats. Souvent, le ternaire, ça va plutôt être une variation. Un row, un high bar. Ouais, moi, souvent, je suis un peu bâtard. Hein. Ça va être un high bar, row et avec un tempo excentrique. En fait. Tu vois. Et souvent sur des formats très courts, justement. Single, doublé, triplé, x4. Ah, il est sympa ton ternaire, ok. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment juste un squat. Pour l'instant, j'ai pas trop de profil. Même, tu vois, Enzo qui a un gros profil squat. Là, aujourd'hui, on a un squat qui est plus spécifique en ternaire. Mais je pense que le ternaire, je l'ai inclus il y a quasiment 1 an. Et on est passé d'un high bar full row avec du tempo excentrique, tempo pause. Il a un peu eu pas mal de choses. Et aujourd'hui, il a une position de comp avec genouillère et toujours en tempo, tu vois. Okay. Mais en fait, la spécificité... Tu l'as fait augmenter. Ouais, mais tu l'as fait régresser ou pas ? Tu comptes la faire régresser à un moment ?
Ouais, je la referai régresser en post-comp, notamment. Ouais, au post-comp, ok. Bah, là, justement, on augmente vraiment le niveau de performance sur son squat, parce que là, il peut vraiment aller chercher des très bons trucs. Donc, vu qu'en fait, on est très progressif, on se laisse beaucoup de temps en fait, on se laisse beaucoup de cartes pour avancer. Là, j'ai pu me permettre, justement, en fait, il a gardé le même tempo que sur un high bar. Mais tu as pu augmenter la charge mais juste on a augmenté la spécificité en diminuant la barre dans le dos. Donc forcément les charges elles ont monté aussi, tu vois. Mais pareil, ça reste très léger, tu vois, il squatte plus de 300 et son high bar raw, enfin son low bar avec genouillère, en genouillère souple, il le fait à 180 kg, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est du et en x3. Okay. Mais c'est hyper léger. Parce que l'objectif, c'est en fait conserver une fréquence, conserver un pattern et. Voilà, ça permet de diluer un peu ses expositions. Ouais, ok. Le faire pratiquer plus, parce que mine de rien, même s'il a une super morpho squat, en fait, s'il squatte pas assez dans la semaine, il se sent pas bien, tu vois. Je pense que tu as aussi l'aspect psycho, qu'il a besoin de ça. Tu vois, il a besoin de s'exposer à son squat pour justement se sentir bien et en place mécaniquement. Et potentiellement, vu qu'il est très bon au squat, il a une charge de travail assez intense, assez élevée à l'entraînement. Donc tu te dois aussi de... Je sais pas, tu lui mets pas des formats de zinzin, je suppose. Si, bah tu vois, le mec qui a des x6 pose de CT, lui il l'a. Ouais, mais en combien de séries ? Par exemple, un format de zinzin 4x6, bah là actuellement sa programmation, là sur la dernière semaine, il a fait un 4x6 en 2 CT, je crois qu'il est monté jusqu'à 2,40. Après il a un 3x3 du coup en comp tempo, donc on est monté à 180 kg il me semble. Et après du coup sur la fin de semaine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait un 4x3. Justement là on est plus sur une phase où on vient chercher à accumuler. Pas de top 7 ? Il l'a fait sans ma volonté, on va dire. Mais du coup de base on lui fait un 4x3 à 2,65 et au final donc il l'a fait un peu en ramp-up. Je crois qu'il a fait. Ouais, il a une grosse intensité et encore on est loin de son max. Mais je le bride. C'est grâce à ses leviers aussi. Je suppose qu'avec le squat qu'il a et s'il n'avait pas les leviers qu'il avait actuellement, tu pourrais pas le programmer comme ça. Non, il pourrait pas encaisser. Mais justement, je me permets de le faire parce qu'il encaisse bien et parce que je sais qu'on est encore très loin de sa limite. Tu vois. Ok. Il peut encaisser beaucoup plus parce que là, même sur une semaine comme ça qui est très intense. Tu vois, on a beaucoup de try sets. En fait, il arrive, il reprend, il y a un peu de fatigue sur la week 1, mais bien moins que beaucoup d'autres athlètes. Ouais, et puis l'idée c'est qu'il soit. Parce que, attends, en début de semaine, il a son primaire ou c'est en fin de semaine ? Fin de semaine. En gros, ça fait le lundi, il a son squat secondaire. Il me semble que c'est le jeudi, il a son tempo en position de comp. Et le lendemain, le vendredi. Ah ouais, tu lui mets la veille ? Ouais, la veille ou des fois l'avant-veille, ça dépend de son planning, mais sur ça. Et c'est vrai que je vais beaucoup l'utiliser la veille, tu vois, moi, le squat ternaire. Moi, au contraire, en décrassage du primaire, tu vois. Ok. Parce que justement, j'ai pas envie de créer une surfatigue, même s'il y a des personnes qui réagissent bien. Typiquement, moi, avant mes compétitions, je fais un peu de bench, tu sais, la tension passive, etc. Mais c'est vrai que je suis un peu moins frileux, je suis un peu plus frileux à le mettre la veille. Mais j'y vois l'intérêt en tout cas. En tout cas, moi, je le mets surtout la veille. Je l'utilise jamais en décrassage, même si je pense que ça peut être hyper intéressant. Parce qu'en fait, je veux vraiment que ce soit un squat qui soit très simple et justement qui crée de l'automatisme, du repère technique. Et je vais parfois, même tout le temps, en fait, mettre l'accent sur le point déficitaire. Tu vois. Admettons, le mec il a un problème postural, il va avoir par exemple un pause, mais justement pour lui rappeler ce truc très simple, tu vois, mais juste avoir un petit rappel, tu vois, mémo technique sans que je lui dise vas-y, il faut que tu focuses sur ta posture, tu vois, ce qu'on disait au niveau des cues tout à l'heure. Et je vais vachement m'en servir comme ça. Ok, non, je suis du même avis que toi, tu vois, genre avec le temps, moi non plus, je polarise toujours, j'ai toujours la notion de primaire, secondaire, ternaire dans la tête, et même sur le papier, j'aime bien la conceptualiser, mais je suis beaucoup moins effectivement dans ce truc de il faut un jour de volume, il faut un jour, tu vois, typiquement, moi, sur ma programmation à moi, j'ai mon single primaire, et après j'ai mes x8, tu vois. Ouais. Alors que c'est mon primaire. Et ça, justement, cette polarisation-là, j'ai tendance à beaucoup l'utiliser, à plus l'utiliser qu'avant, tu vois. Justement, énormément polarisé au sein d'un même training, et je trouve ça très intéressant. C'est intéressant parce que tu as cet aspect potentiation de zinzin avec ton single, et ensuite tu as un format assez exigeant, le x8. En fait, quand tu viens de faire une charge qui est à 60 kg plus lourde que ton x8, tu vas beaucoup mieux le passer, tu vois. Et il y a aussi ce truc de, si tu fais un x1 et ensuite un gros 3x3, tu vois, qui te bousille, en fait, tu te bousilles pour beaucoup plus de temps que si, en fait, tu prends ton volume et tu l'étales sur la semaine, tu vois. Donc j'aime bien jouer sur ça. Mais après, ça va dépendre aussi du niveau de la tête. Si je commence avec un gars qui a jamais fait de power,
je vais pas me prendre la tête, je vais lui mettre un jour de volume, un jour avec un petit peu plus de nerveux, etc. Tu vois. Clairement. Et ensuite, plus on avance, plus là on va chercher à comprendre vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Parce qu'au début tout marche. Donc, au début tu restes simple aussi, hein. Pour l'analyse, c'est important. C'est ça, et pour aussi que le mec comprenne un peu les fondamentaux du power. J'aime bien que le gars comprenne sa programmation plutôt qu'on rentre justement dans cette discussion où il comprend rien. Tu vois. Puis il y a même, en fait, alors je dis que je le fais plus, etc. Mais ça reste quand même assez intéressant parce que du coup ça te permet aussi de voir les capacités de récupération de l'athlète. Ouais, clairement. Tu vois, tu pars sur un format hyper simple, un stress set ou un top set back-off en triplé. Bah, tu vas voir combien de temps il se met à se relever de cette séance, tu vois. Du coup, tu vois ses capacités de récupération nerveuse et aussi musculaire par rapport à un format simple 4x6 comp, tu vois. Tu vas voir à quel point musculairement il a besoin de temps pour récupérer. Et ça, après, ça te permet de vachement visualiser. On dit pas qu'on polarise pas notre volume. On dit juste qu'on est moins frileux à l'idée en fait de l'étaler sur la semaine et de confondre les intensités et les rep range aussi. C'est ça, carrément. Ouais, parce que moi, typiquement sur ma programmation, je dis moi parce que vu que je me programme moi-même, c'est aussi on se programme ce en quoi on croit, pardon. Et typiquement, j'ai mon straight set en début de semaine, j'ai mon x8 après mon single, mais j'ai du volume en début de semaine, tu vois. Ouais. Ce qui me fera du volume. Enfin, ça reste modéré, quoi. C'est des x5. Non, c'est du x6, x5, x4. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça reste modéré, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, x4, x6, c'est du volume. Après, je modéré. Je monte rarement au-dessus de. Déjà, au-dessus de x6, je monte rarement, mais au-dessus de x8, jamais, tu vois. Oui. Mis à part sur un format, par exemple, je sais pas, un close grip en x12 où on va chercher juste à se démonter les triceps, tu vois. Ouais, ou sur un pivot, ou une connerie comme ça. Ouais, une connerie comme ça. Bah, typiquement, mon pivot, il y a le x12, ouais. Mais. C'est hyper rare, enfin, c'est vraiment au cas par cas de temps en temps, quoi. Ok, bah écoute, plutôt d'accord avec toi. Mais c'est marrant, tu vois, c'est des choses que j'y avais pas vraiment pensé, mais comme quoi. Alors, les renfos RPE10 chaque semaine, surtout sur les polyarticulaires. Donc, c'est pas ce que je faisais à l'époque. Genre, à l'époque, il y avait quand même un petit peu de nuance, mais j'avais tendance à être beaucoup zéro RIR en fait, tu vois. Genre, et aujourd'hui, non, je suis plus du tout dans ça. Déjà parce que je sais ce que c'est un 0 RR et qu'est-ce que ça coûte. Et surtout, en fait, comme toi, je me remets beaucoup plus en question de pourquoi je choisis tel ou tel exercice. Typiquement, à l'époque, je sais pas, un unilatéral 6-6 squat, 6 leg press. Parce que je me disais, t'étais vilain, unilatéral 6-6 squat, salopard. 6 leg press, je pouvais le monter RPE10. Aujourd'hui, je suis dans OK, pourquoi je mets un 6 leg press en unilatéral, plus mobilité hanche, dorsiflexion, etc. OK, bon, je vais le monter un petit peu moins. J'ai plus pensé à la possible interférence que ça peut créer, tu vois. Donc, beaucoup moins de RPE10 et même, tu vois, sur des renfos, je sais pas, chest press, etc., des choses où à l'époque, j'étais plus, on se démonte. Encore une fois, j'ai plus cette vision de qu'est-ce que ça va me coûter en fait. Donc certes pour les athlètes qui ont zéro notion d'intensité, ça me dérange pas de mettre RPE10 parce que ça va les pousser vers l'intensité qui est nécessaire, mais pour un athlète avancé, on va dire la moitié de ma clientèle, je vais beaucoup plus temporiser parce que j'aime me retrouver avec des stories où le mec il finit rouge, écarlate. Mais je sais pas comment toi t'as évolué là-dessus. Ouais, carrément. Moi je pense qu'on en avait déjà parlé sur le podcast justement à titre au renfo qu'on a fait il y a pas mal de temps. C'est vrai qu'on allait le voir, on avait déjà fait un podcast où on parle un peu des renfos. C'était il y a 6-7 mois. Ouais, plus que ça je pense. Ah ouais, putain, ça passe vite mec. Plus que ça parce que j'étais dans mon ancien appart. Faut que je regarde. Je pense que ça fait il y a un an. Ah ouais, mais mec, j'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines. Ou peut-être, ça doit presque un an, je pense. Non, ouais, ok. Presque un an parce que j'allais quitter mon taf à cette période-là. Ok, oui. Donc presque un an. Mais du coup, moi j'utilise beaucoup pour faire varier l'intensité. En fait, je m'en sers dans les adaptations nerveuses aussi. C'est-à-dire que en fait, je vais beaucoup m'en servir pour les déloads, par exemple, les tapers. C'est vrai que moi je joue très peu sur tout ce qui est forcément, oui, je vais jouer sur l'intensité, mais sur le volume des comp lifts, je vais très peu les toucher pour garder vraiment on en parlait tout à l'heure. Cet aspect répétabilité, repère de l'athlète. Par contre, j'ai beaucoup joué sur les renfos. Tu vois, un RDL qui a pu avoir RPE8, souvent c'est rare que sur un RDL je monte au-dessus des RPE8, mais ça peut arriver. Par exemple, il va l'avoir RPE6, tu vois. Ou justement la série, je vais l'enlever, le volume, je vais avoir tendance à l'enlever sur les renfos, tu vois, plutôt qu'à jouer sur les comp lifts. Donc moi je m'en sers beaucoup, même si justement moi c'est l'inverse. Maintenant j'ai pas peur de programmer du RPE10 et sur certains renfos j'hésite pas à y aller. Genre une chest press,
j'y vais. Genre du mono-articulaire ou du guidé Mono-articulaire, je me pose pas la question. Tu vois, les bras, c'est RPE 10. Ah ouais, même moi, tu vois, les bras ou même les triceps ou je ne sais quoi, j'aime bien avoir ce truc, semaine d'intro, c'est pas du RPE 10. Ah non, pas toutes les semaines. Ouais, souvent la semaine d'intro, ça va être un RPE 8-9. Semaine d'intro et dernière semaine, pour moi, c'est là où je redescends et c'est les 2 semaines ou la semaine du milieu où je max. Je fais pas mal ça. Après, ça dépend de l'objectif du bloc. Si c'est un bloc où on va chercher vraiment à accumuler, moi j'accumule aussi sur les refos, mais effectivement de manière générale, parce que je fais pas énormément de blocs d'accumulation. Moi je périodise pas donc. C'est-à-dire ? Bah j'ai pas cet aspect très polarisé de mon macrocycle en mode un bloc où je tabasse les renfos etc. Je m'étais un peu plus linéaire donc je varie pas en fait. C'est toujours ou peut-être une série en plus sur un bloc d'intro, une série en moins sur un bloc de picking. Mais sinon non. Ok. Mais je vais toujours avoir ce truc de la semaine 1 au moins pour la récupération et pour relancer la dynamique. Je redescends toujours d'un cran. Souvent un RPE, un demi ou un RPE et demi. Mais après ça dépend aussi du renfo. Tu vois, un skull crusher aux haltères, je le fous pas RPE 10. Parce que le mec, je sais qu'il va mettre 3 jours à récupérer. À part si le mec est vraiment bon dessus, qu'il n'y a pas de douleur. Ouais, mais même justement s'il est très bon, il va mettre très lourd. Ah oui, ok. Et du coup, un RPE 10 sur ce mouvement-là, il va être quand même très coûteux en termes de récupération musculaire et nerveuse. Comme un EHP. Voilà, tu vois. Donc, par contre, tu vois, une extension triceps à la corde, je réfléchis pas, c'est RPE 10, tu vois. Ok. Parce que tu sais, il y a eu la mode du coup du zéro RIR pendant ces 3 dernières années, tu vois. Avant, les gens fuyaient un peu l'entraînement à l'échec. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont commencé à parler des études, etc. Et les études, elles disent en gros que au-delà d'un RPE 8, c'est pas forcément nécessaire. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Moi, je te donne mon avis, mais je pense que, en fait, que ce soit nécessaire ou pas, c'est bien aussi de montrer à son corps jusque où on peut aller. Déjà, ça débloque des paliers, tu vois, genre psychologiquement, le mec, le fait de grind en fait sur une chest press, bah, il aura moins peur à grind sur un bench press, tu vois. Ouais. Il y a aussi, forcément, pour moi, en fait, il y a plus un aspect ça forge le mental de pousser son entraînement. Même si on peut avoir le même gain avec moins de fatigue sur un RPE 8, tu vois. Ouais, bah oui, c'est vrai que la plupart de mes renfos, quand même, je vais être sur du RPE 8, 9, je vais pas me mettre RPE 10. Mais voilà, en fait, c'est vraiment certains renfos, tu vois, sur certains groupes musculaires et sur certains renfos où je vais pas avoir peur de monter sur du RPE 6. Ouais, puis c'est marrant, tu vois. Ouais, c'est cool. Moi, c'est tout ou rien, j'aime pas m'entraîner RPE 8, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans mon entraînement, en vrai, j'ai du RPE 10 partout. À moins pas sur les fentes bulgares, pas sur mon RDL, mais sinon, je vais sur RPE 10. Et c'est vrai que du coup, vu que mes objectifs sont un peu différents, là, j'ai beaucoup plus ce côté endurance musculaire qui est nécessaire, tu vois. Là, je vais beaucoup me programmer au AMRAP, tu vois. Je vais en fait. Et ça sera pas vraiment ça sera pas vraiment un échec mécanique. Ouais, ça sera plus un échec métabolique ou postural, ouais, c'est ça. Postural, tu vois. Et après, des trucs comme ça, à la fois, tu as cet aspect entraînement qui est cool, tu vois, AMRAP ou RPE 10, c'est juste tu débranches, tu pousses, tu vois. C'est bien parce que ça évite de trop réfléchir. Donc après, je trouve, je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Pour moi, c'est. Ouais, il faut bien l'utiliser, c'est un outil, tu vois. Exact. Ouais. Mais c'est vrai que, quand même, j'en utilise pas mal. Et pour conclure, la plupart des personnes, de toute façon, ne s'entraînent pas à RPE 10, donc si tu mets un RPE 10, ils iront jamais à l'échec. C'est pour ça aussi que je l'utilise. Il y a une des raisons qui fait que, je l'utilise pour ça. Parce que le mec, je sais qu'il va passer haut en intensité. Ouais, c'est toujours, le mental, pour moi, il flanche toujours avant le physique. Genre, tu peux toujours gratter 2 RIR, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Mais même moi, tu vois, ça fait des années que je m'entraîne, je sais qu'il y a des fois où je peux aller plus loin, mais il y a la rupture, quoi. Carrément, mais après, dans un profil comme le tien, t'as aussi le truc de t'es en faux, t'as quand même progressé dessus, donc aussi t'as pas les mêmes charges. Ouais. Donc effectivement, ils vont te coûter différemment. Tu vois. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de séries sur mes renfous, j'ai 2 séries grand max. Ouais. Après, ça va dépendre. C'est aussi un outil, mais effectivement, quand j'ai des low volumes comme ça, 2 séries, il y a souvent du RPE 10. Ouais. Quand il y a un peu plus, tu vois, 3 à 4, là je n'en ai pas forcément. Mais c'est rare, tu vois. C'est rare que je fasse plus de 3 séries. Ouais. Dans ce truc déjà. Flemme, tu vois, que le mec il met 3 ans à la salle, même si tu vois, je comprends l'intérêt, c'est comme les power, on fait pas que des séries de bench, tu vois. Ouais. Mais je suis plus dans ce truc intensité, moins de volume et on se bute sur ça, tu vois. Ouais, après ce qui fonctionne bien aussi. Hein. Ouais. Mais j'ai eu cette période où effectivement je programmais moins de séries, du 2 séries, etc. Mais de manière générale, moi j'ai eu en tout cas des meilleurs retours sur investissement à 3, mais après ça dépend toujours de la planification de manière générale, tu vois. Faut voir l'ensemble. Et le principal c'est de les faire. Ouais, de les faire et surtout que l'athlète progresse, tu vois. Ouais. S'il progresse avec une série, moi je suis le premier à mettre une série, tu vois.
Mais je pense que la plupart pourraient progresser avec une série s'ils faisaient vraiment bien les renfos, tu vois. Carrément. De façon assidue sur l'année et avec une bonne intensité. Carrément. Écoute, moi le dernier point en tout cas que j'avais noté, c'était sur le côté athlète, du coup plus. C'était au niveau en fait des ressources qu'on a de manière générale. Vraiment apprendre à les cycler et à les utiliser avec parcimonie. Donc qu'est-ce que j'entends par ressources? Ça va être tout ce qui est caféine, hype, nutrition. Nutrition, je vais expliquer pourquoi je le mets dans ce sens-là. Mais du coup, avant, quand j'étais athlète, surtout, donc forcément quand je débutais, c'était le soir. Alors je m'entraînais le soir, tard, vers 21h. J'envoyais une Monster plus 200 mg de caféine, facile. Et je buvais des cafés la journée. C'était quand ça? C'était il y a 3 ans, tu vois. Ok. Je pense. Il y a 3 ans, vraiment, quand j'étais, ça devait faire 1 an et demi, je pense que je faisais du power, tu vois. Et tu avais vachement cette hype, forcément aussi qui était autour de Pana, tu vois. À ce moment-là, donc forcément Silent Worker tu connais. donc ouais, j'avais pas mal ce truc de utiliser pas mal de caféine. J'utilisais même à l'époque de l'ammoniac qui aujourd'hui en fait j'ai remarqué que ça me convenait pas du tout. Pour 90% des personnes. Ouais, pour 90% des personnes. Pas mal aussi forcément de grosses musiques énervées machin truc. Et aujourd'hui j'ai vraiment un truc qui est totalement différent. Déjà je cycle ma caféine, donc toi je pense que toi aussi tu conseilles à tes athlètes. Aujourd'hui c'est maintenant quelque chose qui s'est démocratisé. Je pense qu'on a fait des posts tous les deux sur Instagram. Ouais, je pense qu'on est assez sur ça. Donc voilà, cycler la caféine pour à la fois l'aspect accoutumance, l'aspect forcément fatigue chronique qui s'installe par rapport à ça. La hype, parce qu'en fait finalement moi j'ai remarqué que la hype ça n'aidait pas du tout. Je suis quelqu'un qui a besoin de pas trop se hyper. D'être dans le moment présent. Ouais, d'être concentré. Juste concentré, tu vois. Concentré, calme. C'est une forme de hype. Hein, ouais, c'est une les moines de Shaolin, ils se hype avec le silence, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais on va dire en tout cas pas une hype énervée. Enfin voilà, je l'ai pris vraiment sur le sens, sur le terme commun qu'on utilise beaucoup en termes de hype. C'est souvent c'est énervé, crier, machin. C'est le hype rock'n'roll, powerlifting hero. C'est ça, ouais. Vraiment, tu fous la tête dans un mur et tout. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment enlevé cet aspect-là qui en tout cas pour moi fonctionne bien mieux. Et aussi du coup cycler au niveau des apports. Moi j'avais fait un truc qui marchait bien, donc aujourd'hui je suis en déficit calorique, donc je le fais un peu moins. Pour être en déficit pour l'air Ouais, pour ça, totalement. Pour peser un peu moins lourd, j'aimerais bien le faire autour des 85 kg, donc là j'ai déjà perdu 6 kg. Ah putain, tu vas me rejoindre. J'ai perdu. On va en quête J'ai pas de quête, ouais, peut-être pas, non, ça fait un peu chaud, mais non, en gros l'idée c'est de peser moins lourd, en fait surtout pour la course à pied. Pour avoir une course qui soit beaucoup plus économique et en fait aussi limiter le risque de blessure, les impacts. Moi tu vois là j'avais eu des inflammations récemment au niveau du tibia. Ouais, pas forcément des périos, mais je pense que c'est plus les tendons qui étaient aux alentours des muscles. Ouais, genre average power qui commence à causer. C'est ça, tu vois. Qui commence à se taper un bon volume. Ouais, un bon volume. Donc réduire un peu le poids à ce niveau-là pour vraiment matcher sur ça. Donc forcément ça sort de l'aspect FA parce qu'aujourd'hui je suis moins performant que quand je pesais 6 kg de plus, ce qui est logique parce que si je récupère moins bien, mais bon voilà, ce qui est normal. Mais en tout cas à l'époque du coup où j'étais vraiment dans l'arc full FA, donc il y a peut-être 3-6 mois, j'avais tendance justement en fait sur ma dernière semaine à augmenter mes cales. Tu vois. Okay. Et à me servir de cette dernière semaine en fait pour vraiment augmenter mes cales, par exemple 200 cales de plus que les semaines précédentes. Pour justement en fait avoir un regain d'énergie, tu vois, parce que tu étais vraiment dans ce truc tu traques à l'année les calories. Ouais, en fait pour moi c'est plus simple. Pour moi j'ai pas de truc malsain, tu vois, avec ça. Ça fait en fait je crois que depuis que j'ai 18 ans je traque mes cales. C'est une habitude pour toi? C'est une habitude. J'ai toujours pris l'habitude depuis que j'ai 18 ans, tu vois, depuis que j'ai quitté la vie avec mes parents, j'ai toujours pesé. Bon, ça m'étonne pas de toi, tu vois, tu connais ça. J'ai toujours pesé, en fait pour moi je trouve ça plus simple, tu vois. J'ai pas trop cette truc de prise de tête, alors même si quand je suis en déplacement et tout que j'ai pas besoin de peser, je le fais à l'œil, tu vois. Je connais à peu près les proportions. Ouais, avec l'expérience tu le fais, et puis même sur les paquets c'est écrit, donc voilà. Mais donc ouais, moi je traque tout le temps et du coup j'augmentais effectivement mes quantités sur les dernières semaines et c'est des trucs qui marchaient bien. En tout cas moi j'avais des très bonnes réponses et du coup je rediminuais très légèrement sur la première semaine et en fait comme ça je cyclais et ça marchait hyper bien. Tu le sentais vraiment l'effet Ouais, en fait alors au niveau métabolique, apport peut-être pas, mais en fait je me sentais plus plein dans mes trainings. D'accord. Et pourquoi ne pas le faire à l'année? Parce que tu as peur de créer un plateau, entre guillemets Pourquoi je le faisais pas à l'année? Parce que du coup t'es en surplus plus quoi. Donc, sinon, tu faisais un réel surplus ouais. Là tu m'as dit 200 calories, c'est pas... 200 calories, mais en gros souvent j'étais déjà en surplus. T'étais déjà en surplus, ok. J'étais déjà en surplus, mais en gros je remontais d'un cran. Et comment tu faisais pour pas que ça impacte ta digestion à l'entraînement? Parce que moi c'est ça qui me fait peur en fait, c'est que si je bouleverse ma nutrition, parce que moi ma nutrition je compte pas mes calories etc, mais je mange toujours à peu près la même chose, tu vois. Okay.
Je sais que par exemple, si je mange plus le midi ou je ne sais quoi, alors tu me diras, mange plus le soir, mais j'aurais peur qu'il y ait un impact négatif par rapport à ça, des ballonnements, les trucs comme ça. Alors perso, je pense une bonne digestion. Je suis très rarement ballonné, donc ça c'est vrai que ça me dérange pas. Moi je sais que je peux manger et 30 minutes, dans 30 minutes je vais m'entraîner et je suis Moi, ceux qui m'ont déjà spot au squat, ils savent. Mais ouais, non, en vrai, j'ai une bonne gestion. Et puis après, t'as plein de moyens qui sont très faciles. Hein. Ouais. Typiquement, maltodextrine. Tu vois, tu te mets 30 grammes de malto de plus. Tu as 30 grammes de malto, ça va te faire 100 cales, rapide. Okay. Et puis après, tu augmentes ton riz. Tes pâtes sur tes 2 repas. Ouais. Mais sauf que tu vas augmenter que de 20 grammes. Un petit peu plus. Ouais, non, je bombardais plus les glucides quand même. Parce que souvent, les lipides à l'année, ils sont toujours stables. Ouais, ok. Toujours stable, mais je vais plus jouer sur les glucides effectivement. Oui, c'est pour ça cet aspect plein aussi, stock de glycogène, etc. Ouais, et tu vois, moi ça faisait des grosses différences sur le bench. Sur le bench, je me sentais vraiment musculairement plus plein, beaucoup mieux ancré sur le banc et aussi beaucoup plus fort. Tu vois. Ok. Même pour tenir les entraînements, les renforts, etc. J'avais vraiment cette facilité à tenir des entraînements plus intenses, plus longtemps. Okay. Donc, mais ce qui jouait forcément avec la malto, où il y avait de plus grosses quantités dans la gourde, donc forcément, tu as plus d'apport intra-séance, tu peux durer plus longtemps. Tu vois. Franchement, je testerai, tu vois, parce que j'ai jamais vraiment testé ça. Mais ça, en tout cas, moi, c'est un truc qui fonctionnait bien et ouais, que j'avais gardé longtemps. Hein. C'est vraiment là où j'ai sorti mes meilleures performances. Tu vois. C'était vraiment à cette période quand je faisais ça, à chaque fin de bloc, et en tout cas, j'ai toujours eu un bon retour sur investissement. Après, bien évidemment, là, c'est de l'optimisation. Déjà, commencer à manger sainement à l'année. Voilà. Là, c'était effectivement de l'optimisation et je voulais tester parce que ça matchait. Et c'est ça qui est bien que l'optimisation, c'est quand elle est faite de façon cohérente. Genre, il y a des gens, ils veulent optimiser alors qu'ils font pas les choses à l'année, tu vois. Ouais. C'est comme l'entraînement, ça sert à rien de s'entraîner 4 semaines comme un porc. L'idée, c'est de s'entraîner normalement sur un an et une semaine par an, un bloc par an, piqué, un truc comme ça, tu vois. Ça. Après, ça, c'est loin d'être le plus pertinent à mon sens en termes de nutrition. Là, c'est juste vraiment un partage de moi, mon expérience, tu vois, qui avait bien marché. Je le recommande pas forcément à tous ceux qui écoutent. Déjà, avoir une diète qui soit bien carrée, avoir un intra-training, tu vois, de qualité, électrolytes, malto. Déjà avoir ça, tu vois. Après, on verra. Faut qu'on fasse la pyramide des choses importantes à faire. La pyramide de l'importance au niveau des macros, de la nutrition de manière générale, avant de parler à justement jouer comme ça sur les apports. Surtout que dans ton cas, alors il n'y avait pas de compétition à la clé parce que si du coup tu augmentes tes cales, entre guillemets la semaine de compète, quand tu es dans une recherche de cut, ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est à tester, mais peut-être. Mais après, c'est dans une logique. En fait, dans mon développement de bloc normal. C'est ça, ouais. Jouer un petit peu sur ça. Moi, j'ai jamais rempli mes catégories, tu vois. Ah oui, bah oui. Enfin, puis en fait, moi, je m'en suis toujours foutu de la catégorie. Et je suis le premier à le dire à mes athlètes, tu vois. Ouais, mais ça serait con d'arriver à 94. Ouais, mais encore, moi, je m'en fous. Hein. Moi, en tout cas, ça me dérange pas de faire tirer des athlètes à 93,5, tu vois. Ah ouais. Bah en fait. Je sais pas, moi, j'ai trop ce truc compétition. Ouais, je capte. Mais moi, tu vois, j'ai fait des compes. Celle que j'avais fait il y a 2 ans et demi, je crois que j'étais pesé à 82. Et puis la dernière que j'ai fait en 93, tu vois, je crois que je faisais 89. Et ouais, du coup, j'ai toujours été assez loin. Mais t'étais pas à 94 ou à 84. Non, mais tu vois, Pierre, il avait tiré une comp, Pierre que tu dois connaître. Ouais. Pierre, il avait tiré une comp comme ça à PDC à +1, je crois. Ok. Mais en vrai, pour moi, quand t'as pas de truc à jouer, tu vois, je dis vas-y, juste tu prends du plaisir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, t'as plus à perdre en fait. Ah oui, à se prendre la tête avec le cut, etc. Et puis moi, l'aspect perso, tu vois, je sais que j'ai pas de grosse place à jouer, donc en vrai, je m'en fous quand j'allais en comp, c'est juste pour tirer pour le plaisir, faire forcément ma meilleure perf, mais du coup, je mettais tout de mon côté pour faire la meilleure perf, donc la diète et bien manger la veille, tu vois. Moi, je mangeais bien la veille, je mangeais. C'est vrai que mec, là, j'ai pu manger la veille pour la dernière compète là. Ouais, c'est cool ça. Mec, ça change la vie. Ouais. Et puis moi, je mangeais avant d'aller à la peser, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu cut, etc., t'as la bouche sèche pendant 24 heures, t'arrives, t'es déshydraté à la mort, tu manges, t'as mal au ventre. C'est ça. Donc non, ouais. Et puis c'était vraiment dans une logique de développement à l'année, et je pense que pour ceux qui sont vraiment avancés, tu vois, et pour débloquer des paliers, je pense que c'est vraiment intéressant. Et en fait, même pour ceux, en fait, justement, qui sont en limite de poids, parce que justement, tu peux te rester en fait en maintien à l'année, et quand même sur ta dernière semaine, ta semaine 4, te mettre en surplus. Et après, en week-end, tu redescends en léger cut pour compenser, tu vois. Et ça donne quand même ce boost d'énergie d'être en surplus là où il faut l'être, tu vois. Et vu que y a quand même souvent des lifts qui sont en fin de semaine, t'es plus lourd, ceux-là, ils en profitent vraiment, tu vois. Et ça te permet une semaine pour remplir de glucides et tout, et c'est intéressant.
Et ça te permet au niveau du métabolisme aussi de jouer avec, entre guillemets, tu vois, plutôt que créer un truc qui crée des plateaux. C'est ça, de faire ralentir ton métabolisme parce que tu manges à l'année la même chose, etc. Tout le temps pareil, les mêmes quantités et tout. Et ça, c'est pas mal. Ok. Et du coup, pour conclure avec ce que tu faisais à l'époque, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de la hype. Parce que je trouve ça intéressant. Quand tu dis cycler ta hype, c'est-à-dire par exemple l'arrivée sur certaines séances en étant genre en mode je fais ce qu'il y a à faire et je rentre chez moi. Parce que ça, c'est un truc que je fais pas mal. Admettons, tu as week 1, week 2, week 3, week 4. Week 4 la plus importante. Typiquement, c'était week 1, vraiment pas d'intention dans les bars, tu as toujours un minimum d'intention. Bien sûr. Mais juste, tu n'avais pas forcément une musique hyper vénère ou je liftais sans musique. En même temps, je prenais pas de caféine. Et tu vois, tu avais vraiment une semaine 1 qui était là pour se reposer. Juste, tu viens au boulot. Oui, ça va être un peu lourd parce que justement, tu n'as pas toute cette hype, tu vas un peu moins t'engager musculairement, etc. Mais par contre, tu vas bien mieux récupérer. Tu vois. Et parce que les gens oublient que la hype, ça a un coût en fait. Ouais, carrément. Genre, c'est limite, se hyper, ça équivaut limite à faire une série en fait. Parce que tu vas te mettre dans un état tellement sympathique en fait que au niveau du système nerveux, il y a des ressources le cœur qui bat, etc. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, si en fait dès la week 1 t'es comme ça, en fait, déjà ça va faire un pic. Et après un pic, il y a une redescente. Donc si la redescente elle est pendant ta week 4, t'es mal barré quoi. Et surtout en fait c'est pas tenable à l'année, tu vois. À part artificiellement où en fait tu te mets la tête dans le mur, tu prends de la caféine à blinde, etc. Tu vois. C'est pas tenable et puis t'as une partie en fait des séries que tu pourras pas parfaitement rentabiliser, tu vois. Sur le week 4, tu peux te mettre une cartouche de hype parce que la plupart du temps, en tout cas dans moi comment je programme, t'as quand même une redescente d'intensité sur tes back-off par rapport à ce que tu faisais précédemment, tu vois. Donc ce qui te permet d'être Tu taper en week 4, imaginons que tu es sur un bloc de 4 semaines, tu vas taper tes back-off Alors maintenant je fais beaucoup ça, alors pas chez tous les profils, mais il y a pas mal de profils où on fait, donc admettons on prend un format très simple, une single 3x3 en back-off. Donc admettons le mec il monte en intensité sur son 3x3 et la dernière semaine, donc il fait son top 7 single à 9. Un premier back-off où on continue de load, donc admettons week 3 il faisait un 3x3 à 165, en week 4 il va faire 1x3 à 170 et puis après par exemple 2x3 à 155 ou 160. Donc le but c'est juste qu'il ne soit pas cramé de sa séance, mais il n'y a pas une logique de taper pour la semaine vu que Non, en fait j'amorce la récupération pour relancer la dynamique en fait plus tard. Le bloc d'après, mais c'est pas un taper qui amène sur le primaire en étant en forme. Non, ça peut m'arriver. Ça peut arriver, oui. Ça peut m'arriver sur les fins de cycle d'utiliser les secondaires et faire des mini tapers. Et dans la même logique, admettons, il avait un 4x6, faire 1x6 top 7, 3x6 un peu plus léger, juste pareil, pour garder ce côté activation, le pousser à récupérer et du coup surcompenser très légèrement. Ouais, dans une logique où le mec il est en week 3, il est assez fatigué, tu sens qu'il a besoin d'un petit taper. Voilà, c'est ça. Mais en fait, sans parler de taper, mais juste redonner un peu de fraîcheur. Moi j'utilise beaucoup ce terme, retourner un peu de fraîcheur pour le principal. Et après, par contre, du coup, sur les back-off du principal, je fais ça souvent parce que justement, tu te mets une cartouche de hype. Ça permet quand même de continuer d'accumuler un peu, débloquer des paliers, toi, avec ton 1x3 à 170. Mais après, en fait, pas rester trop en intensité pour pas que le mec soit trop cramé en termes de focus, en termes musculaires et nerveux, et pour pas qu'il se blesse. Tu vois. Parce que j'ai souvent eu ce truc con de ok, on fait une super progression, mais le mec il va se blesser là. Tu vois. Parce que c'est là où il est le plus fatigué. On est à la fin du cycle, il vient de faire sa barre maximale, il est moins concentré. Et là il se pète. Donc justement j'ai tendance à me garder un peu une marge de sécurité. Tant pis, on aura 2 séries qui seront plus légères. Mais il va commencer à récupérer, il y a moins de risque de blessure et surtout derrière ça repart plus fort. Tu vois. Tu vois, moi dans ce cas-là où c'est un top 7 single, un truc comme ça m'arrive même de dire vas-y, mock meet. Ouais, tu fais pas tes top 7. Ouais, tu fais pas tes back-off. Ouais, c'est ça. Justement, je suis pas aussi extrême que ça. Moi j'aime bien quand même garder la continuité. Dans un monde idéal, mais j'aime bien avoir ce truc de. Allez, c'est pas un back-off en moins qui va te perturber. T'as bientôt fait tout le cycle, donc c'est bien, fais-toi plaisir, c'est une séance plaisir, tu vois. Ouais. Et au moins aussi, tu gardes des ressources pour ton single bench, ton single terre, tu vois. Clairement. Mais justement, tu vois, dans les athlètes qui ont squat principal, bench principal, je vais avoir encore plus ce principe d'avoir un double back-off, tu vois. Un back-off qui quand même, on continue à build, et 2 back-off, mais du coup peut-être qu'ils vont être encore plus légers qu'un autre, tu vois. Et mettons, ça peut être très bien, il fait son triplé à 170, et puis après il a un 2x3 à 145, tu vois. Mais ça va pas lui coûter. Il va continuer de répéter quand même, avoir sa technique, mais du coup ça va vraiment être de la récup. D'accord. Et ça je trouve ça quand même pas mal, ça marche assez bien. Et puis souvent du coup il y a plus de fraîcheur quand même sur les week-ends qui suivent. Ok.
Ok, je te propose que je pose une dernière, parce que c'est pas des questions, mais qu'on fasse vas-y, carrément. J'en ai noté pas mal, j'ai regardé la meilleure que j'ai. Et si l'épisode il vous a plu, dites-le nous en DM, en commentaire. Abonnez-vous d'ailleurs, parce qu'il y en a plein, ils écoutent, mais ils s'abonnent pas. Et si ça vous plaît, on fera une partie 2 si t'es chaud. Carrément. Programmer... sur intensité au bench. Putain, en fait, j'ai pas mal de trucs stylés quand même. Vas-y, je te pose et tu me dis qu'est-ce qui t'inspire le plus. Programmer mes 3 mouvements de la même manière sans distinction claire entre squat, bench, deadlift. Okay. Être frileux sur l'intensité au bench. Ne pas tolérer les hors-programmes, les hors-prog ou les fins de bloc bricolés. Vas-y, parle de ça, ouais. Ça va être pas mal ça. Allez, qu'est-ce que t'en penses toi Je veux voir à quel point tu te grattes les bras quand tu ressors un retour de hors-prog. Alors, vas-y, je te donne mon avis. Alors, le hors-prog, pour moi, il est intolérable s'il n'est pas justifié, si la programmation se passe bien, il y a de la progression, tout se passe bien, tu vois. Par contre, je tolère ce que j'appelle le hors-prog psychologique et c'est même moi qui le propose. En gros, c'est ce gars qui a un palier de zinzin. Je pense à Maxence, par exemple, si tu regardes Maxence, le mec, il arrive à 120 au bench, à chaque fois, c'est 120 ou rien, et il n'arrive pas à dépasser 120 depuis 1 an, alors qu'il fait voler 117, par exemple. Là, sur le dernier retour, j'ai dit, écoute Maxence, parce qu'il y a des fois, il y a des séances où il se sent vraiment bien, et il me dit, ouais, putain, je pourrais faire voler les 125. La prochaine séance, qu'importe la semaine, qu'importe le jour, si tu te sens bien, si tu te sens bien, tu me mets plus que ça. Parce que je sais que ce hors-prog va péter une barrière mentale et va relancer une dynamique. Donc ce genre de hors-prog, je tolère. Le hors-prog, par exemple, aussi, en fin de bloc, justement, le mec qui fait passer back-off pour être frais sur ses top 7, je tolère. Mais il y a des hors-prog que je ne tolère pas du tout, je trouve vraiment c'est de la stupidité et généralement quand ça arrive je le dis une fois et si ça se reproduit tu vois je dis vas-y va te faire coacher par quelqu'un d'autre parce que ça m'énerve en fait tu vois mais c'est rare. Ouais, je comprends. T'en penses quoi toi? Alors moi perso j'ai beaucoup de mal. T'as beaucoup de hors-progger ou pas déjà? J'en ai beaucoup, non pas tant que ça. Moi, en vrai j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup qui le font. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à gérer ça, parce qu'en fait, moi en tant qu'athlète, je le fais pas, tu vois. Mec, j'ai jamais si j'ai reprogé une fois, ça s'est mal passé. Oui, je me rappelle. C'était à Fitness Park. Oui, à Fitness Park, ouais, j'avais problème. Je me rappelle. Mais ouais, non, en fait, moi, à titre perso, en fait, je le comprends pas parce que je l'ai jamais fait. En fait, pour moi, si tu payes un coach, tu payes une programmation, c'est vraiment pour aller d'un point A à un point B, tu vois. Donc, pas te mettre une cartouche dans les pattes, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal moi à le gérer émotionnellement on va dire, tu vois, ça a tendance vraiment à m'énerver donc souvent je fais pas le retour direct, j'attends de redescendre. Ouais, sinon tu vas les cartoucher. Ouais, sinon j'ai sinon je vais vite m'énerver. Donc non, j'ai un peu de mal à gérer ça, mais ouais, effectivement, il y en a qui sont plus utiles que l'autre. Je pense que dans une situation comme la tienne, c'est très intéressant là avec l'exemple que tu prenais de Maxence. Ça t'est déjà arrivé ? Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de truc et parfois en fait j'ai dit ok, ça me va, t'as eu raison de le faire, tu vois, parce qu'il était vraiment très en forme. Ah, c'est de l'initiative directement ? Initiative, non, moi je le propose pas directement. Ouais, ok. Je le propose pas directement. Mais justement après si la personne me dit bah voilà là je me sentais hyper bien etc, on peut le mettre en place pourquoi pas, tu vois, mais ça m'est jamais venu de le faire. Mais il y a des reprogs que j'ai bien pris parce que l'athlète, j'étais en mode ok vas-y t'as bien fait de le faire, là on a vraiment dépassé un bon palier. Par exemple ça peut être une fin de bloc, tu vois, où j'ai programmé une charge justement, qui est chose quand même assez rare, mais que du coup en fait il a vraiment fait un bon truc. C'est rare que tu programmes une charge en fin de bloc ? Ouais, souvent quand je le programme, c'est surtout quand il y a des try sets en fin de bloc. Mais ça reste assez rare. Ok, il n'y a pas de charge associée à un RPE du coup. Je pensais que tu faisais ça tout à l'heure. Non, moi je mets un RPE. En fonction des profils, je peux mettre une fourchette de charge. Ouais. C'est surtout sur les profils qui savent pas trop savent pas trop se situer. Donc par exemple, tu mets entre 170 et 180. Et puis tu mets RPE 9, comme ça le mec qui fait. Et sur tes premières semaines, il y a une charge pour le coup ? Ouais, j'impose week 1, week 2, week 3. Ah ok, et ça Gaillot en fin de bloc, si je me sens bien, RPE 9. Ouais, RPE 9, RPE 8,5, 9, ça dépend des blocs. Ok. Mais, et ça dépend des mouvements. Mais la plupart du temps, week 1, week 2, week 3, j'impose la charge. Parfois, ça peut m'arriver sur la week 3 que je mette un RPE 8, par exemple, pour après faire RPE 9. Ouais, pour amorcer. Ouais, pour amorcer, soit pour re-réguler par rapport à ce qu'on a fait. Si j'ai vu qu'en fait on est resté trop light en RPE, je vais sur la week 3, je vais avoir tendance à mettre un RPE pour que le mec il puisse rééquilibrer et qu'il n'y ait pas un trop gros différentiel entre week 3 et week 4.
Ou ouais, après, c'est principalement ça. Okay. J'ai souvent tendance à imposer. Et du coup, tu disais, en gros, leur prog en fin de bloc, en gros, le mec qui met un peu plus lourd, ça te dérange pas? Ouais, alors ça va dépendre. Alors c'est même. C'est plus overshoot du coup. Ouais, c'est plus. C'est pas même pas. Oui, c'est plus overshoot, ouais, ça serait plus ça. Mais après, t'as des profils où t'as des mouvements aussi, genre sur un bench, ça me dérange un peu moins parce que forcément, il va récupérer beaucoup plus vite. Mais en fait, ça dépend vraiment en fait, de la philosophie du bloc, tu vois. Si c'est un bloc vraiment de récupération. Ouais, alors que non, si c'est un bloc de récupération et que je l'ai expliqué, tu vois, là je suis en mode gros. Écoute, celle-là elle va partir. Tu vois. Est-ce que insulter ses athlètes c'est tolérable? Est-ce que insulter c'est tricher? Je pense pas. Et attends, c'est avec toi j'en parlais ou pas? Non, mais si, t'as la rêve ou pas? Non, j'ai pas. J'ai pas, mais tu me diras en. T'étais là à Saint-Jean? Ah oui, si, ouais, je l'ai. Ok, je l'ai, ouais. En fait, moi, je parle comme ça, en fait, y'a quoi? Ouais. Ah, mais ouais. Ouais, c'était. Mais si c'est Enzo que j'insulte des fois, je me permets. Parce que c'est mon collègue. Pote, tu vois, ça. mais non, en vrai, donc toujours compliqué à gérer parce que forcément, tu dis que le mec. Alors, même si c'est pas ça. Qui pense au fond, t'es en mode, il respecte pas mon travail, tu vois. Mais mec, tu sais que des fois je me remets en question après avoir fait un retour où j'ai parlé de façon sèche, genre en mode j'explique les termes, mais en fait c'est carrément logique, mec. Oui. C'est toute ma vie en fait, de programmer, je m'en bats pas les couilles de ton entraînement, tu vois. Et le fait de voir la tête s'auto-saboter, t'es là en mode, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, frère? Même le mec qui remet tous tes choix en question, genre, si je le fais, c'est pas pour moi, tu vois, c'est pour toi, tu vois. Ouais, on est dans le même camp. Hein. Ah non, mais c'est fou. On est complètement dans le même camp, mais non. Donc après, forcément, avec l'expérience, t'as un peu plus de recul. Aussi, tu sais le dire au premier hors prog, et puis souvent, moi je le dis assez sèchement, donc souvent ça reste, et du coup, tu même, le fais pas. Tu fais programmer ton athlète, donc normalement, il hors prog pas, pardon. Oui. Si tu lui fais une programmation de merde qui progresse jamais, forcément, ça m'étonne pas qu'il y ait un hors prog qui saute. Ouais. C'est pour ça que moi, ça m'arrive rarement, mais le peu de fois, ça arrive. Soit c'est un début de suivi, tu vois, le mec qui connaît pas encore la mentale et l'idée derrière, tu vois. Soit c'est de la pure connerie, c'est généralement les mecs qui font 3 modes power et après ils se remettent, à la musculation. Ouais, carrément. Mais non, donc ouais, forcément frustrant, pas utile, logique, même si pourtant il y en a qui comprennent pas encore que c'est pas logique de Vas-y, explique-nous pourquoi c'est pas logique, parce que la notion de dynamique, les gens ne... Ouais, c'est ça, je pense que tu l'as résumé, mais en gros, faut laisser le temps au bloc de monter en puissance, et c'est pas parce qu'on se sent bien en week 3, souvent c'est là où il y a les hors-prog, c'est pas parce qu'on se sent bien en week 3 qu'il faut hors-prog, parce que justement vous n'êtes pas encore assez monté. Il faut vraiment attendre de monter et après pour pouvoir exploser. Tu vois. Et même si tu te dis c'est que je sais pas, c'est qu'une série, c'est qu'un single, je vais récupérer de mon overshoot de 20 kg. Ouais. En fait, le truc c'est que mentalement, il y a un truc aussi qui se casse parce que tu montes tellement haut que même mentalement tu peux pas aller plus haut que ça. La dynamique, elle est pas que physique, tu vois. Elle est aussi dans l'aspect de ta prochaine semaine, l'aspect de ton prochain bloc. Puis même en fait, tu es censé atteindre un pic, en tout cas on programme beaucoup pour atteindre un pic par bloc, et les pics sont de plus en plus hauts à mesure qu'on avance dans le cycle, mais sauf que si ton pic tu l'as atteint dans ton bloc, c'est fini. Ouais, tu peux pas aller plus loin. C'est comme les fins de picking qui se terminent par un RPE 10, la semaine d'après... c'est rare à la compétition que tu peux t'attendre à plus, tu vois. Exactement. Parce que t'as piqué au mauvais moment. J'ai eu une discussion récemment avec une athlète sur ça, qui avait mis du coup, qui avait effectivement overshot, qui avait mis plus lourd que ce que j'avais mis, parce que j'avais mis notamment le terre relativement facile, et c'était volontaire. En gros, c'était plus une sorte de week. Week 3, week 4. Voilà, mais si on était en week 4, c'était la week 5 la comp. Ouais, c'est ça. Mais c'était effectivement comme si on était en week 3. En fait, c'était vraiment continuer la dynamique qu'on avait accumulée pour vraiment exploser, mais du coup, on a quand même réussi à sortir un bon truc, mais on n'était pas... Et elle, son excuse, c'était « mais j'avais besoin de passer cette barre, peut-être pour être en confiance. » Ouais, c'était ça. Généralement, c'est ça. Ouais. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Je lui jette pas la pierre loin de là. Ouais, mais on en a discuté. 95% des gens vont faire ça un jour. J'ai compris pourquoi elle voulait le faire, mais effectivement, voilà, on a discuté et je pense que maintenant, elle connaît les tenants et les aboutissants. Un de mes trucs, c'était programmer... attends, je sais plus c'était quoi, mais en gros, je parlais de ma fin de taper, enfin ma fin de picking. En gros, tu vois, ce truc de... Programmer tous tes lifts au max, en fait, tu te fous une cartouche. Pas au max, mais en gros, quasiment tes 3e barres, tu vois. En gros, aller chercher des PR. Ouais. Genre aujourd'hui, non, je suis beaucoup plus dans ce truc, on termine à 8,5, tu vois, max 9, tu vois, et encore, pour justement créer une dynamique qui continue la semaine d'après.
plutôt que je me mets une cartouche, je taper comme un porc, j'arrive désadapté à la compétition. C'était l'histoire de ma vie quand j'ai commencé le coaching, tu vois. Ouais. Oui, au final. Choisissez bien vos coachs. Ouais, du coup, à la comp, t'avais les mêmes perfs qu'à ton picking, voire un peu moins. Voire moins, parce que j'arrivais désadapté, tu vois. Ouais, voire t'avais 2,5, 5 kg en dessous de tes meilleures barres, ou alors si au mieux t'as pas trop mal géré ton taper, t'avais les mêmes barres. Et surtout que je terminais mon bloc, j'étais même pas au standard, tu sais, le bench touch and go, etc. Qu'est-ce que tu t'attends, frère? C'est pour ça, ouais. Pour conclure ce podcast, finissez vos pickings avec de la marge. Ouais, exactement. Non, mais en vrai, ouais, hyper important, hyper sous-côté de finir son picking avec de la marge. Parce que, ouais, il y a ce truc de un picking, forcément, c'est dur, t'es fatigué. Mais en fait, être fatigué ne veut pas dire être RP10, tu vois, sur tes clairement, mec. C'est pas cette single qui doit te fatiguer. Et en plus, c'est même, les gens pensent que c'est le picking qui crée la performance. Non, c'est ton macro cycle. Ouais, clairement. Le picking, il commence bien avant les 4 semaines où tu montes, tu vois. Clairement, ouais, c'est ton macro cycle qui compte. Ouais. C'est ça, faut voir les semaines comme une fatigue qui se cumule et t'arrives sur ta dernière semaine, c'est la dernière semaine où la fatigue va monter et c'est pas pour autant qu'il faut cracher à ce moment-là, en fait. Donc c'est vraiment genre, je garde un peu de ressources pour créer... Enfin, je crée assez de fatigue pour que le taper crée une surcompensation. Donc ce truc de je fatigue, je redescends un peu et je surcompense. Parce qu'en fait, si tu fatigues trop, ta surcompensation, elle va pas être... tu vas pas surcompenser parce que tu auras pas assez de temps pour récupérer ta fatigue. Voilà, tu vois. Ça, donc en fait, tu vas surcompenser, je sais pas, la semaine d'après la compétition. En fait, je pense que la phrase qui résume bien, c'est vous avez un pic par bloc, un pic de forme. Ouais, exact. En vrai, c'est ça. Si t'as un pic de forme, tu le montes trop tôt, t'es baisé. Ou alors t'en as deux, par exemple, il y a des gens, ils sont pas bien en semaine 1, très bien en semaine 2, une petite fatigue, un petit plateau en semaine 3, mais c'est très rare. Mais c'est pas ton pic de forme, tu vois. Enfin, c'est ton pic, alors, je me suis mal exprimé, pas forcément le pic de forme, mais le pic de performance. T'as un sommet par bloc. T'as un sommet par bloc, tu vois. Et ton picking, c'est comme tu fais ton hors-prog en week 3, ok, tu peux être en forme, mais pareil, tu vois, là où tu fais tes meilleures performances en week 4, t'es pas nécessairement en forme, tu vois, tu te sens pas frais. T'es fatigué, mais c'est là où t'es le plus performant. Ouais, c'est ça, parce que la fatigue aussi. Parce que la fatigue t'aide, musculairement t'es plus rigide, t'as plus de tension passive, donc t'es meilleur. Et puis après, pour les pickings, c'est pareil. T'as un seul sommet, un seul pic de performance. Si tu le fais sur ta week 4 de picking, en fait, mec, pour conclure, c'est comme si un marathonien il court un marathon une semaine avant son marathon. Personne ne fait ça, tu vois. Personne ne fait ça. C'est ça, genre juste comparé à d'autres sports, faites des analogies et vous allez juste comprendre comment coacher un powerlifting au bâton. C'est ça, ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est très bien dit. Tu tapes pas un marathon une semaine avant de faire un marathon. C'est ça. Et pour faire un marathon, faut pas faire que du marathon, tu sais. Faut aussi faire un lien avec. Non, je trouve qu'on a bien discuté. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Je mets toutes les infos de Brieux et de son groupe de coaching du coup dans la bio. Donc ceux qui sont intéressés par ce monsieur, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Il y aura toutes les informations. Moi, je fais ma petite pub, le bench de A à Z, donc la ressource francophone la plus complète sur le mouvement en bio. Je vous invite à vous abonner comme d'habitude pour donner de la force et on reviendra en force si ça vous a plu. Carrément. Écoute, merci de m'avoir invité, mec, c'était un plaisir. Plaisir partagé. On a bien discuté, c'était cool. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé vous aussi et puis donnez-nous votre avis en commentaire, ça fera plaisir. Ciao.